Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike, une réalisation signée aujourd'hui donc Peggy Ladéon, qu'on salue et qu'on remercie par la même occasion. Donc l'émission sera également orchestrée par Jean-François Saint-Louis. Aujourd'hui un invité politique dans cette émission, le président donc de la CTM, collectivité territoriale donc de la Martinique, Serge Letchimy, donc qui est actuellement sur Paris, sur la région parisienne. En mission, j'ai envie de dire, monsieur le Président, d'abord bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau studio. C'est la première fois qu'on vous accueille ici, monsieur le Président. Bonjour et merci pour cet accueil. Bonjour à toute la France, mais aussi aux Antilles. Je crois qu'on vous regarde aussi en Corse et dans d'autres pays. Et très heureux d'être avec vous. Une émission diffusée bien évidemment donc sur l'Hexagone. On est également regardé sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, sur la Corse, comme vous l'avez signalé, mais également sur la Réunion, une émission que vous retrouvez également sur le Facebook de Télé Antilles, sur Dailymotion, et sur YouTube. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes également donc sur la Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, et sur Bouygues, le canal 407. Donc aujourd'hui, dans cette émission, Serge Letchimy, donc qui est depuis un an maintenant, on peut presque tirer le bilan de la première année, monsieur le Président. Depuis un an, donc, à la tête de cette plus grande collectivité en Martinique, la CTM, la collectivité territoriale. Vous êtes président, donc, un an, vous avez fêté donc, en juillet dernier, donc la première année. Un petit état donc, de cette collectivité, comment se porte-t-elle aujourd'hui ? D'abord, mes excuses, parce que c'est pour vous taquiner, Mike, parce que j'ai vu que vous êtes arrivé avec une veste, une cravate. Moi, j'ai pas été... Qui reçoit le président de la CTM. Bon, très bien. Oui. Mais non, mais c'est le concept de l'émission. Les téléspectateurs, non, je trouve ça... Vous êtes très beau. Oui. Mais je trouve ça très bien, d'ailleurs. Mais bon, comme j'avais pas été averti, m'en venir piscimisme, oui, tout c'est pas si mal que ça. Vous avez vu, ici, c'est pas comme l'Assemblée nationale que vous avez fréquenté pendant quelques c'était pas un acte de négligence des téléspectateurs que je respecte beaucoup. Mais oui, ça fait un an. Bon, ouais. C'est pas une fête. En gros, en créole, c'est pas la fête, quoi. C'est vraiment beaucoup de boulot. Et on n'a pas fêté. On a simplement voulu célébrer cette année-là par des actions extrêmement puissantes pour notre pays, dans des domaines très variés. Je prends quelques exemples. Sur la question de l'eau, parce qu'il y a un vrai problème d'eau. Je tenais absolument à régler, pas totalement, parce qu'on est loin d'avoir réglé le problème, à faire le Séguineau de régler ça pour qu'on ait 100 000 personnes de plus dont l'accès à l'eau sera amélioré. C'est sur le nord de la Martinique. Non, aussi, on vient de lancer le chantier Sainte-Marie. Ouais. J'ai souhaité qu'on termine en 8 mois l'organigramme qui n'existait pas dans la collectivité pour 6 000 salariés. D'accord. Pourtant, c'est obligatoire. Quand on a une collectivité comme la CTM, c'est obligatoire. On peut faire moigner au lait, mais c'était pas un véritable organigramme. Bon, on n'est plus dans le cancan, mais on a fait l'organigramme pour être très puissant. J'ai souhaité aussi redresser financièrement la situation parce qu'on a trouvé une situation un peu compliquée, 175 millions d'euros de trous, quoi. De déficit. Il fallait combler, mais j'ai pas fait d'histoire avec ça, et c'est une réalité. Tant pour faire histoire, on va passer plus de temps avec un camp qu'à régler les problèmes. Et puis, nous avons aussi relancé progressivement le plan, ce qu'on appelle le plan d'investissement de la Martinique. Ça commence à fonctionner sur le logement, sur le BTP, sur les politiques d'infrastructure, sur l'énergie, etc. Toute une série de chantiers permettant de relancer l'investissement est à l'ordre du jour. Et on a voulu aussi, avant la fin de l'année, de cette période-là, de juin 2021 à 2022, j'ai souhaité aussi boucler la question européenne. À cette occasion, nous avons lancé le 16 mai 2022 l'appel de Fort-de-France. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici. Alors justement, l'appel de Fort-de-France, donc il y avait, vous êtes quelques élus, signataires donc, de cet appel. Vous étiez donné rendez-vous donc ici en métropole, où vous étiez reçu donc cette semaine, c'était mercredi dernier. Donc, alors d'une part par le ministre Gérald Darmanin, donc qui a entre autres donc l'outre-mer, et puis il y avait également donc le délégué Jean-François Carenco, qui est donc le délégué donc en poste sur ce ministère. Alors première question, monsieur le député. Alors
on a entendu, on a lu par-ci ou par-là que vous étiez un petit peu réticent. Alors, vous vouliez venir donc participer à cette rencontre avec les ministres, mais pas avec Monsieur le président de la République qui proposait juste un repas, mais sans parler travail, sans parler. Alors, oui ou non, vous avez voulu si vous permettez, manifester votre mécontentement. On va revenir sur ça. Ouais. On a un petit peu de temps. D'abord, c'est quelqu'un qui nous écoute et dit, mais c'est qui ça, l'appel de France? De quoi parle-t-on? C'est très important de pouvoir dire, on parle de quoi? J'assure la présidence pendant 1 an des régions ultra-périphériques d'Europe. C'est-à-dire des régions françaises ultra-périphériques, Réunion, Guyane, etc. Ce sont des régions européennes, régions ultra-périphériques, des RUP, et en même temps, des régions ultra-périphériques d'Espagne et du Portugal. C'est-à-dire les Canaries, Madère. En gros, c'est 4 millions de personnes. Hein. D'accord. Et j'assure cette présidence, c'est automatique jusqu'à la fin de l'année. Bon. Et nous avons eu une rencontre de ces différents pays en Martinique avec l'Europe dans un débat de politique de transformation des actions européennes vis-à-vis de ces régions-là, qui sont à 8 000 km, 10 000 km, et qui doivent être configurées en matière de politique publique européenne différemment, c'est nécessaire. Et nous avons décidé, lors d'une réunion, à faire un travail, j'ai proposé qu'on signe un appel. C'est plutôt une déclaration, mais on l'appelle l'appel de Fort-de-France. Et j'ai invité les présidents de collectivités, les associer à une réflexion qui consiste à demander à l'État de changer les rapports entre les pays d'outre-mer et l'Hexagone. Aujourd'hui, les rapports et tous les comptes rendus, notamment de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes, et tous nos combats politiques montrent qu'il y a un vrai problème. Si on continue comme ça, eh bien, on aura un pays comme la Martinique qui sera en situation de disparition totale. On a déjà perdu près de 30 000 habitants. On était 400 000 il y a 10 ans, on est 359 000, si on n'a pas qu'à rendre compte de ça. On a une population qui vit des inégalités, 76 000 personnes, près de 40 à 45% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le même schéma, on trouve ça à La Réunion, on trouve ça en Guadeloupe. Les violences sont terrifiantes. La Martinique est devenue un espace de trafic de drogue et d'armes. En 6 mois, on a eu 17 morts par balle. Et en Guyane, près de 32 morts par balle. Jamais vu. Bon, ça se dégrade à tout niveau. Et 2 jeunes sur 3 qui partent faire des études ou ailleurs, n'ayant plus d'espérance dans ces pays-là, eh bien, ne reviennent pas. Donc, on a une chute démographique, chute économique. Donc, nous avons dit ça suffit. En plus, c'est plutôt logique. Les relations entre Paris et nos différents pays ignorent notre identité, nos richesses et nos valeurs. Parmi les richesses qu'il faut absolument dire, est-ce que vous savez que l'équilibre de la planète et du monde et de l'Europe dépend de ces pays d'outre-mer? 97% des surfaces maritimes françaises se trouvent dans ces pays-là. En gros, en chiffres, la France a 12 millions d'euros de kilomètres carrés de mer. 12 millions. Il n'y a que les États-Unis qui en layent à un peu autour de 13 millions. Donc, en 2e position mondiale. S'il n'y avait pas l'outre-mer, la France serait en 68e position. Ah, il faut qu'on soit plus précis. 68e position. Ça a un sens militaire, océanique, écologique et diplomatique. Il ne faut pas négliger ça. C'est extrêmement important. Et nous représentons 80% de la richesse biologique. Donc, bon, médicaments, il y a du bien côté, il y a dans plantes. Bon. Donc, cette richesse biologique n'est pas valorisée. La richesse océanique n'est pas valorisée. Et on se trouve dans une situation un petit peu de difficulté de croissance structurelle, simplement parce qu'on est resté campé sur une économie de comptoir et de plantation. Bon. Donc, nous avons dit, ça suffit, on arrête. Et dernière chose, il n'y a pas une décentralisation, voire une autonomie à la hauteur des besoins. Comment y est, c'est depuis Paris qu'on décrète de tout, y compris pour régler les problèmes thermiques dans un bâtiment. Où est-ce que vous voyez ça? Dans quel pays on voit ça? Ce qui veut dire qu'il faut absolument doter ces pays, ces régions, comme la Corse demande d'ailleurs, comme d'autres pays demandent, il faut doter ces pays de pouvoirs normatifs localement, de telle sorte qu'on puisse construire des politiques de développement qui soient adaptées aux réalités. C'est ça l'origine de l'appel de Fort-de-France. Ça a été signé par des gens qui ne sont pas tous des autonomistes, qui ne sont pas indépendantistes. Nous voulons modifier les rapports. Et cet appel-là a été adressé au président de la République, et nous avons demandé au président de la République une rencontre très urgente. Et c'est dans ce cadre-là, moi j'étais très agréablement surpris. 1 mois après, on a reçu une réponse du président de la République
Nous avons été reçus dans le cadre des régions de France par Elisabeth Borne, la première ministre, il y a à peu près un mois et demi. Et un engagement a été pris qu'il y a une réunion qui va se dérouler à l'Élysée, avec le président de la République, avec les ministres concernés. Vous imaginez bien que moi, aller discuter, on n'a pas besoin de manger. Lorsqu'on négocie, c'est pas pour manger pendant qu'on négocie. Donc, m'inviter à un repas à 54, alors qu'il y a 7 signataires d'accord de France, pour moi, c'était pas la réponse qu'il fallait du tout. Il fallait absolument qu'il y ait des séquences solennelles, et que ces séquences solennelles nous puissent nous permettre de débattre clairement de l'avenir de nos pays. Je suis pas venu m'amuser, je suis pas venu... Le président de la République a parfaitement saisi, parce qu'on allait refuser de venir. Il a parfaitement saisi, je le remercie d'ailleurs. Il a modifié l'organisation, le programme. Nous avons eu une séance de travail avant le repas, pendant pratiquement 1 heure de discussion, et avec M. Darmanin, et M. Carenco. Et cette réunion, pendant 1 heure, nous a permis déjà de planter le décor. Parce qu'il n'était pas question pour nous de venir pour entendre encore... La réunion s'est tenue donc à l'Élysée, à Beauvau. Non, à Beauvau. D'accord. Et le président s'est déplacé à Beauvau. Non, pas du tout. D'accord. La réunion s'est tenue à Beauvau. Avec le ministre de l'Intérieur pendant 1 heure. Voilà. Et le ministre délégué. Et M. Carenco. Oui. Cette réunion a été très intéressante parce que ça nous a permis de paramétrer un peu nos revendications et de voir exactement que pensait le ministre. Qu'est-ce qu'on peut se dire en 1 heure, Monsieur le Président, donc avec le ministre de tutelle, avec... non, mais on est prêt, on peut se dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on vous a dit en 1 heure? Ce qu'on s'est dit, on s'est dit en 1 heure, et vous avez reçu l'appel de France, voilà l'état des lieux de la situation. Chaque président a exprimé les misères qui sont vécues là-bas et les dysfonctionnements qui sont vécus, l'infantilisation républicaine vis-à-vis des élus locaux. Et monsieur, vous pensez que ces difficultés ne sont pas connues par le... Bougla, ni 50 millions de sujets à traiter. Je ressenti comme que l'outre-mer était pas au cœur du débat national. Il ne faut pas se faire d'illusions, se mentir soi-même à soi. Bon. Donc si on ne prend pas la main nous-mêmes par nous-mêmes et de déclarer que l'heure de nous-mêmes a sonné pour qu'on prenne la main et qu'on n'est pas dans l'indépendance, on recherche pas l'indépendance. C'est pas une revendication. C'est aujourd'hui forte en Martinique, elle existe, mais elle n'est pas forte. Eh bien, à ce titre-là, ça me semble utile. Et deuxième chose, nous avons indiqué clairement que nous voulons voir le président de la République avant le dîner et débat. Bon. Il nous a accordé, et en face à face, et ça c'est très très intéressant, c'est d'homme à homme, Zorouret Musique Mona, face à face. Oui. Eh bien, face à face, les 7 présidents de collectivités, face à M. Macron, on lui a dit clairement quels sont ses engagements qu'il prend. Est-ce qu'il accepte de faire un agenda de travail ou pas? Parce que si c'est pas concret et qu'on est parti dans une espèce de ritournelle de paroles inutiles entre nous, d'échanges, et puis ça se termine en autre boudin, je suis pas d'accord, nous sommes pas d'accord. On a été très respectueux vis-à-vis de lui, c'est le président de la République, on lui doit du respect, mais lui aussi, il a été très respectueux à notre égard. Et ma grande surprise, c'est que le président de la République dit non, nous sommes d'accord, on ne peut pas rester dans le statu quo. On ne peut pas avoir un pays comme la Martinique qui sera incapable de signer des accords avec Cuba. Et je ne parle pas des affaires régaliennes de l'État, je parle de développement, énergie, échange, ce qui est le cas. Hein. Ouais. On ne peut pas se permettre que 80% de ce qu'on consomme en Martinique soit importé. On ne peut pas considérer que la culture et l'identité ne doivent pas s'inscrire, donc on a des compétences supplémentaires, etc., etc. Et il a clairement dit qu'il n'y a pas de tabou. Et que nous entrons dans un chantier. On lui a demandé est-ce qu'il fait un agenda de travail avec nous. Il nous a dit oui, absolument. Il a commandé l'agenda de travail, de telle sorte qu'on puisse s'inscrire dans des réformes très profondes, un peu à la dimension de ce que nous avons connu en 1946. J'insiste. Un peu à la dimension de ce que nous avons connu en 1946. C'était la départementalisation. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère des relations entre la France et nous-mêmes. Et puis, la troisième chose, il y a eu ce dîner-débat avec les maires, les présidents d'associations des maires, ce qui est légitime, les parlementaires, où on a eu 3-4 thèmes très précis, parce que il ne s'agit pas de demander un changement de statut pour avoir un changement de statut, mais sur quelle base, quels sont les thèmes de discussion. On a parlé d'infrastructure, on a parlé de politique de développement, de création de valeur ajoutée, d'insertion dans le milieu, on a parlé d'insécurité, très fortement. On a parlé de beaucoup de choses, nous permettant de pouvoir justifier et expliquer là où nous voulons peser sur notre destin et ne pas être spectateurs de notre destin. Excusez-moi d'avoir été long, mais je pensais qu'il fallait absolument expliquer ça. Justement, poursuivons, monsieur le Président, monsieur Sajatimi,
Alors, vous avez été reçu donc par le président de la République, par le ministre Gérald Darmanin. Et la première ministre qui était présente pendant les 2-3 heures. Voilà, la première ministre. Donc, l'État vous a reçu, l'État vous a écouté. Un calendrier, donc, alors, le calendrier, il est prévu pour quand, ce calendrier? Non, nous finissons en bas 6 ans. La parole de l'homme au l'homme, c'est là qu'on va tester et voir. Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a un planning? Est-ce qu'il y a des projets? Le président de la République est président de la République. Bon, il a chargé ses ministres, il a des ministres pour ça. Donc, Mme Borne est chargée, ainsi que M. Darmanin et M. Carenco. Ces 3 ministères sont chargés d'établir l'agenda des négociations et des discussions. Mais attention, ça, c'est l'agenda qu'ils nous proposent. On va négocier. Quand on dit un agenda, c'est un timing avec des thèmes très précis. On a déjà une visite très rapide qui se fera de monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, qui vient en Martinique et en Guyane, là où les choses sont les plus graves en matière de violence. Il y a aussi beaucoup de formes de violence, dont les violences intrafamiliales. Et nous avons une visite aussi prévue de M. Papendiaï pour la partie éducation, échec scolaire, succès, évolution, le ministre de l'Éducation. Et puis, nous avons aussi une autre visite qui est prévue certainement sur le problème de l'énergie. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette programmation. Mais attention, l'État ni agenda, moi, je ni agenda, moi aussi. Bon. Parce que si l'État a son agenda, il ne faut pas qu'on reste suspendu aux lèvres de l'État. Émancipe pas toi-même, quoi. C'est la formule mais en même temps, musique. Il faut qu'on s'émancipe. C'est pour ça que nous avons pris la main. Président, et nous avons ouvert le congrès. L'agenda, effectivement, leurs agendas, donc ils sont en poste pour 5 ans. Est-ce que si on vous dit, ce sera dans 2, 3 ans, 4 ans, est-ce que voilà. On a pris l'habitude d'être attentiste. Oui, c'est prévu que vous voyez dans les mois qui... Mais non, c'est pas une question de mois, c'est une question d'obtenir ce qu'on veut. Que j'obtienne dans 3 mois, que j'obtienne dans 2 ans, 3 ans, et puis ce genre de choses-là, ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. Je vous explique pour quelle raison. Parce que c'est une démarche très politique, l'appel d'offres de France. Oui. C'est pas une démarche, m'en tote par là, et donne-moi une petite route par là, et une combine par là, et puis, qu'on fait un bouchou. Donc c'est une démarche politique, c'est une revendication politique de changement de régime politique dans le sens où de politique publique et qui peut se traduire par une réforme de la Constitution. Donc nous sommes dans un deuxième agenda, il y a une réforme de la Constitution parce que si on veut aller le plus loin possible, on ne peut pas rester dans l'article 73-74 tel que c'est conçu. Donc il faut évoluer. Il faut évoluer, il faut faire, de mon point de vue, ça c'est mon point de vue, mais bien entendu, la réforme... Que proposez-vous, monsieur le Président ? Attendez, la réforme de la Constitution n'est pas exigée de la même manière par tout le monde. Oui. Et la Réunion n'est pas sûre d'une autonomie. Pour la Martinique, par exemple, puisque vous êtes le président donc, de la CPR, Mayotte n'est pas du tout, par respect pour eux, je suis obligé de dire ça, Mayotte n'est pas du tout sur une revendication d'autonomie. Au contraire, Mayotte est une revendication de maintien et de consolidation et d'aboutissement de la départementalisation. Il faut respecter les Mahorais. Il ne faut pas entrer les Mahorais dans nos affaires. Oui. La Guyane est pour une solution... son département depuis peu. Sui generis, oui. C'est-à-dire un statut particulier, un peu comme la Nouvelle-Calédonie. Mais ça, ils vont définir leur objet. Nous sommes sur une revendication de plus de responsabilité locale, de plus de compétences locales, de plus d'autonomie pour pouvoir mener des opérations sur place. Et à ce titre-là, il nous faut absolument revisiter l'organisation de la construction de la loi et du règlement. C'est pour ça que nous demandons qu'en Martinique, il y ait un pouvoir normatif qui soit installé. Ça veut dire quoi, un pouvoir normatif? C'est-à-dire qu'on puisse adapter les lois et les règlements à notre réalité par nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'adaptation ne peut se faire qu'à partir de Paris, l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, concrètement, si on vote un texte sur le logement, l'Assemblée nationale peut prendre la décision de voter une adaptation du texte parce que le climat n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même, les matériaux c'est pas les mêmes. Mais pour quelle raison c'est Paris pour faillir? Pour quelle raison, comme ça se fait aux Canaries, aux Açores, ailleurs, que l'adaptation ne soit pas directement faite? Ou en Polynésie? Faite directement par nous. Ouais. En quoi ça insulte la République? En quoi ça injurie la République? En quoi ça nous fait tomber dans un communautarisme personnel? Non, on tombe dans la différence. Et que la différence est légitime puisque nous sommes nécessairement différents. Et que c'est l'additionnement des différences qui fait la richesse des choses et non pas simplement laminer les différences et rentrer dans un processus qui conduira nécessairement à une aliénation de ce peuple-là, y compris de sa propre culture
et de son propre milieu. Donc voilà le schéma. Et nous sommes dans ce schéma. Je pense que le congrès qui est ouvert, je répète, parce que il est prévu dans la Constitution et dans la loi qu'un congrès peut se réunir et que ce congrès des élus qui rassemble tous les élus de la Martinique, ça a commencé le mois dernier, puisse faire ce qu'on appelle des résolutions à l'État. Quand on dit tous les élus, c'est uniquement les maires, les premiers magistrats de chaque ville ou alors non, les maires, les élus de la collectivité, les sénateurs, les députés, tout le monde se réunit, et ça s'est fait. Hein. Ouais. Si vous suivez les affaires de votre pays, il y a 2 mois, on a un congrès qui a été plébiscité à l'unanimité par tout le monde pour ouverture de discussions avec l'État pour modifier l'organisation du développement économique, social et institutionnel localement. Et nous aurons un autre congrès fin septembre sous le volet purement économique. Je prends l'exemple de la politique de santé. Je prends un autre exemple, c'est que on fait plus de personnes partir depuis Martinique vers Paris. On dépeuple la Martinique que de jeunes qu'on pourrait inviter à venir dans leur pays. Peut-être que certains ne les connaissent même pas. Ça s'appelle la migration retour. Ben, quel pouvoir que j'ai dans cette politique? Moi, pas une pièce de pouvoir. Et c'est ça que je revendique. Oui. Pour qu'on puisse travailler dans ce domaine-là. Mais il y a plein de sujets. Bah, justement, il y a plein de sujets. On va les aborder, Monsieur le Président, parce d'abord, on est très heureux donc, de vous recevoir ici à Télé-Antilles, donc dans ces nouveaux locaux. Et puis, on va parler du pays, puisque vous êtes là pour parler donc de la collectivité, donc de la Martinique. Vous êtes venu, donc, vous l'avez dit, avec ces autres élus, donc pour voilà l'appel donc de Fort-de-France. Vous avez été reçu donc par l'État, par le président, par les ministres, par la première ministre. Peut-être pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas répondu tout à fait à votre question. Oui, effectivement, au départ, c'était un repas qui était prévu. Je dis que je ne viens pas à manger. Voilà. Donc, on a accepté. Donc, vous avez été entendu. On a été entendu. Pas moi. Ouais. Nous avons été entendus. On est 7. On est très solidaires entre nous. On ne se lâche pas du tout. Et c'est mais les autres ne disaient rien. On a entendu que, oui, c'est Serge Letchimy qui ne veut pas y aller parce que il veut... Maintenant, ils disent qu'il ne faut pas les minimiser. Ouais. C'est des boucs très costauds. Serville, si Serville tente ça, Serville qui est fâché. Et quant à Harry, pas parler. Donc, non, on a le même discours. C'est pas parce que l'appel de Fort-de-France c'est fait à Fort-de-France que mon patron a les personnes. Donc, on respecte ça. On est très solidaires. Et c'est d'ailleurs ce que Macron a découvert qui a fait qu'il est venu vraiment... il a même déclaré que l'appel de Fort-de-France c'est un appel légitime, normal, et enfin, il a même déclaré que c'est logique et que lui-même, il s'est retrouvé dans l'appel de Fort-de-France pour pouvoir dire on change les choses, on modifie les choses. Alors, monsieur le Président, Serge Letchimy, donc vous êtes en poste, on l'a dit, donc depuis 1 an, donc à la tête de cette collectivité. Donc c'est votre premier mandat. Hein. Vous avez été donc président du conseil régional, mais qui n'existe plus sous cette forme-là. Donc aujourd'hui, donc c'est la CTM avec d'autres engagements, d'autres attributions. On va en parler. Il y a des choses donc qui sont au programme. On s'est vu donc il y a quelques mois. Donc vous avez tiré un bilan donc on peut le dire, hein, de l'équipe précédente. Il y a du travail aujourd'hui donc à mettre en place. Alors tout d'abord, tout à l'heure vous parliez donc de 175 millions de déficit. Comment on fait pour combler 175 millions d'euros de déficit? Un peu compliqué. Mais on est là, mais justement, c'est un peu compliqué parce que on peut c'est pas. C'est 175. Hein. Arrêter, oui. On peut pas arrêter le processus d'investissement comme ça. Donc, on a fait un plan de travail qui nous a permis cette année de dégager déjà un excédent, ce qui est intéressant, et de rentrer dans un processus de paiement de ceux qui n'avaient pas été payés depuis très longtemps. Bien sûr, on a changé les stratégies financières parce que les stratégies financières étaient énormément régies. C'est-à-dire, on avait des recettes et on les dépensait, quoi. Alors qu'il faut aller chercher des fonds européens, il faut chercher des fonds européens qui sont en dehors des fonds structurels européens, il faut travailler sur l'ingénierie financière autrement. Donc, on a trouvé des choses, on a fait des économies, on est en train de rétablir la situation. Malheureusement, j'aurais ce boulet-là de 20-30 millions pour rétablir un petit peu les comptes progressivement, de sorte qu'on en termine. Mais nous cherchons aussi à externaliser l'investissement en Martinique. Je prends un exemple. On a participé à Invest Caraïbes il y a 2-3 jours avec Alexandre Mandado. C'est la connexion des investisseurs africains, caribéens et français, européens sur des grands programmes d'investissement pour le pays. Et là, par exemple, et la zone de Ducos que nous voulons faire, qui est la zone de Pays Noyé. Pour ceux qui connaissent Ducos, il y a une zone qui s'appelle Pays Noyé. Bon, vous avez une immensité de territoire. Je viens de commencer la négociation avec l'État pour que cette zone de 130 hectares soit un jaribis pour aller vite, pour qu'on comprenne bien. Zone d'activité sous douane,
et connecté à 2 ports, le port existant de Fort-de-France et le port du Robert, de telle sorte qu'on puisse faire de la transformation sur place. Nous allons approuver dans un mois le programme de l'autonomie alimentaire. Il n'est pas question qu'on continue à importer massivement ce que nous consommons, parce que ça va créer de la valeur ajoutée. On dit qu'il y a la vie chère, d'accord ? On a un programme sur la vie chère pour diminuer les prix, parce que c'est environ 30 à 40% plus cher, notamment sur les produits de première nécessité, environ 20% plus cher par rapport à l'Hexagone. Mais il suffit pas de dire ça, parce que comment répondre à ça ? Si c'est répondre à ça simplement en subventionnant CMA, CGM et quelques profitations qui sont mécaniquement liées au monopole, il faut avoir le courage de le dire, on va subventionner les gens pour pouvoir profiter encore plus des mécanismes du pays. Non, ça suffit pas. Il faut absolument produire localement. Il faut absolument qu'il y ait une politique de l'offre, et pas de l'offre en concurrentiel mondial, mais de l'offre locale, quoi. Il faut nourrir, apprendre à manger de la Chine, et valoriser nos productions, les transformer. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons prévu cette zone d'activité. La biodiversité, nous allons installer le premier laboratoire de biodiversité de la Caraïbe pour nous permettre d'analyser nos richesses biologiques sur place et les transformer en phytomédicaments, en médicaments. Nous travaillons vraiment à des grands programmes de désenclavement du pays, notamment un désenclavement des zones économiques tout le long de la montagne jusqu'à Ducos. Le fait de mettre Sainte-Marie à peu de temps, élargir les voies de Sainte-Marie, prolonger les TCSP et avoir réalisé ce qu'on appelle la liaison entre Carrère, Brassy-Lorraine, pour ceux qui connaissent bien, parce que si vous sortez du sud, vous voulez aller de l'Atlantique, vous voyez la montagne virer et monter. On a des chantiers d'infrastructure d'une immensité incroyable. Et puis, il y a un gros problème d'attractivité, parce qu'il faut faire revenir les gens. Si vous les préparez pas en termes de logistique économique, numérique, pour que les jeunes viennent s'investir en Martinique, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous sommes extrêmement favorables au déploiement des politiques d'énergie renouvelable, mais aussi du numérique. Très bien. Et justement, pour les jeunes, pour les faire revenir, quels sont les programmes que vous souhaitez mettre en place ? On y travaille. Il ne faut surtout pas faire revenir les jeunes pour faire revenir les jeunes, et les jeunes sont au chômage. Donc, il faut préparer le terrain. Donc, nous allons transformer le CMT, le Comité Martiniquais du Tourisme qui est en France, en maison de Martinique. Il y aura, on cherche le lieu, vraiment on se bat beaucoup. Il y aura un lieu. Sur Paris, ce sera sur Paris. Oui, bien sûr. On l'avait eu, mais sur Paris, mais pas obligatoirement boulevard Haussmann, quoi. Oui, mais vous l'avez eu quand vous étiez. Je l'ai eu, mais on n'a pas poursuivi. Bon. C'est dommage parce que les Martiniquais qui sont ici, à Strasbourg, à Paris, tout partout, côté Yucca, ni un côté, ils se retrouvent ensemble. Où est-ce qu'il y a des espaces de coworking pour travailler ensemble? Où est-ce qu'il y a des informations en temps réel pour permettre à un jeune investisseur de dire je veux investir dans telle zone, dans telle activité, sous tel bâtiment, depuis Paris? Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique et les liaisons numériques, ça va très très vite. Donc, où est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Il y a simplement le comité Martiniquais Tourisme qui fait un bon boulot, mais que sur le tourisme. Alors, on a besoin d'espaces de showroom, de présentation de nos produits, de commercialisation. J'ai signé une convention avec Valérie Pécresse pour l'exportation de nos produits en circuit court dans les lycées. Cette convention est signée, il faut le mettre en application. Si moi, les vanillums d'Achine, bananes jaunes, tout produit nouni, on a une énorme richesse. Il me faut la banane feuille pour qu'il n'y en ait pas feuille. C'est-à-dire, il faut des espaces de stockage, de redistribution, et puis avoir des marchés privilégiés pour pouvoir accompagner le processus. Et nous allons installer en Martinique une maison du retour. Cette maison du retour est destinée à accueillir les Martiniquais et les Martiniquaises et leurs maris, leurs femmes, qui soient européens, qui soient chinois, qui soient arabes ou africains, ils sont tous bienvenus dans le pays pour qu'on ait une politique de repeuplement. Accueillir et accompagner, ou alors simplement accueillir? Ah non, mais franchement, là tu vas loin. Là. Tu penses qu'on va accueillir quelqu'un sans accompagner? Oui. Ça n'a pas de sens. Non, parce que... bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Fais d'affaires, quoi. Non, mais non, c'est pas ça. Quand je dis accueillir et accompagner, et si on met une maison sur pied, c'est avec des gens qui accueillent, qui donnent des informations le maximum. Parce qu'il y a, vous demandez à un jeune dentiste martiniquais qui est ici de revenir en Martinique, ou un jeune médecin, cancérologue, etc. Bon, c'est bien, tu lui dis de venir, et puis après, il a un enfant, il a 2 enfants, il a 3 enfants en bas âge, il a besoin d'une crèche, sa femme a besoin de travailler, et il y a une prise en charge de l'installation du retour qu'il faut structurer, et de telle sorte qu'on puisse non pas seulement être dans la contemplation du fait qu'on a beaucoup de personnes âgées, parce qu'aujourd'hui c'est ça, avec beaucoup de spéculateurs qui viennent derrière pour faire des EHPAD et des consorts, il faut absolument donner à la jeunesse des espaces de vie, de croissance, parce que autrement, je le dis solennellement, la Martinique va tomber à 300 000 personnes.
dont 40% depuis qui ont plus de 60 ans. Donc si personne ne s'alerte de ça, le gouvernement s'était pas alerté de ça. Et ça, après, c'est votre rôle, c'est le rôle de politique. Comment c'est le rôle moi-même? Et ben, mon pouvoir l'a fait. C'est justement pour ça que je demande une modification. Oui. Comme il n'y a pas de pouvoir à notre niveau, je parle de pouvoir, je ne parle pas des compétences, parce qu'on fait une confusion entre compétences et pouvoir. Bien, si on me donne le pouvoir de le faire, je le fais. Mais quand, M. Karengo lui-même le dit, il est arrivé, il a dit, mais c'est incroyable, on ne s'est pas occupé de ce sujet depuis 20 ans. Bon, je parle de politique démographique dans l'inverse mécanisme du bibidome. Parce que le bibidome nous a saigné dans les années 70. La conséquence est là. Il était prévu que nous t'aies 600 000 personnes dans Est-ce qu'on ne paye pas cette conséquence du bibidome? Mais oui, mais on le paye en tant que spectateur, non pas en tant que personne qui se rebelle. Il faut se rebeller. Il faut dire à la France, vous avez fait le bibidome dans les années 70 qui a saigné la Réunion et qui a saigné la Martinique. Ouais. Je dis, vous montez pour 600 000 personnes, moi, 250 000. Il y a un problème, quoi. Donc, s'il y a un problème, comment on le règle? Vous avez entendu parler, là, et à l'ECI ou n'importe où, dans toutes les télévisions mécaniques, là, et vous avez entendu parler qu'on a monté une politique démographique pour éviter que la Martinique et la Guadeloupe soient à 100 000 habitants dans 30 ans? Ou tant de ça, ou non? Bon, c'est pas tant dit, ça n'a pas intéressé personne. Ça n'a pas intéressé personne. Ouais. Ah ben, aussi vite, ça n'a pas intéressé personne. Vous parlez donc... Je demande des pouvoirs pour le faire et l'État de l'accompagner. En revenant sur le bibidome, par exemple, vous parlez donc des effets néfastes du bibidome, mais il y a aussi des effets positifs. Oui, certainement. Oui. Et s'il y a quelque chose que je ne remets pas en cause, c'est la question de la mobilité. Oui. Je ne remets pas ça en cause. Un jeune qui est en Martinique, qui veut partir, jusqu'à présent, on doit accompagner ce jeune qui souhaite partir. Mais quand ce jeune, à 90%, part parce qu'il n'y a pas d'espoir, c'est pas un droit à la mobilité, c'est le désespoir. Alors c'est parce que la philosophie, ça je ne peux pas laisser dire ça, la philosophie de lancement du bibidome que M. Debré a inventé, c'est la philosophie du dégonflement démographique. C'est rien d'autre que ça. Et quand on parle de dégonflement démographique, ceux qui sont dégonflés, c'est pas des objets, ce sont des êtres humains. Oui. Et c'est même aller beaucoup plus loin pour la Réunion, on y reviendra peut-être un jour, les Réunionnais ont soulevé ce problème-là. C'est assez grave. Donc, il y a un état d'esprit de dire que Pani travaille localement, donc voyons en France. Bon. Ça, c'est le point de départ. Alors, qui est les gens qui se soient épanouis ici, qui vivent... C'est un peu vrai, monsieur le président. Mais j'ai vécu ici pendant 15 ans, alors on va pas me faire de leçons. J'ai vécu, mais je dis clairement que les conséquences du bibidome, ça a été le dégonflement de ces pays et que ces peuples-là ont été démographiquement décapités. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Le taux de procréation a chuté et le taux de fécondité a explosé et ou pas qu'à faire à 80 ans. Donc, pour une monde qui est âgé, moi, son niche... Donc, actuellement, on est dans une situation démographique très difficile parce que moins c'est les mondes, moins c'est les consommateurs, moins c'est le développement économique. Donc, il faut qu'on mette une politique, et là, on est d'accord avec M. Karengo, ainsi que le président de la République, qu'il faut mettre une politique de la famille, de la démographie et du retour de l'investissement pour que la Martinique, pas seulement des gens qui reviennent de France, mais dans les pays autour qui peuvent revenir dans notre pays. En même temps, M. le Président, les jeunes, on parlait de la jeunesse. La jeunesse, quand elle est là, elle arrive à 18 ans, donc une poursuite d'études, donc des fois difficile sur le territoire. Oui, je dis oui. On le dit bien. Quand il n'y a pas de perspective, Monsieur le Président, ce jeune, on le retrouve près de la route, on les voit passer, on les retrouve en bas des immeubles avec les problèmes qu'on connaît, donc trafic, stupéfiants, armes et tout ce que s'ensuit. Donc, quand on n'a pas quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de perspective pour les jeunes, c'est un peu normal qu'ils s'en aillent. Ce que vous décrivez, c'est les conséquences de malheur. Les conséquences de malheur. Mais comment fait-on pour enrayer tout ça? Il ne faut pas que votre constat soit un plaidoyer. Ah oui, vous êtes un peu dans cette formulation-là. C'est pas un peu. On justifie pas la déliquescence démographique par le manque d'ambition d'un pays. Et aujourd'hui, je peux dire clairement que au niveau national et au niveau local, on a fauté sur le problème de l'ambition démographique. Ce qui fait que c'est le job des politiques. Des politiques, des acteurs économiques, de l'État. C'est pour ça d'ailleurs moi là. Si j'ai rédigé l'appel de Fort-de-France, si on se bat pour qu'on puisse développer le pays autrement et ne pas avoir une économie de comptoir où peu en profitent et beaucoup n'en profitent pas, et si on n'inverse pas, c'est le rôle du politique aussi. Le rôle du politique, c'est pas je t'aime moi non plus, etc. C'est d'avoir le courage de modifier les paramètres, de modifier l'organisation pour qu'un maximum de personnes puissent prospérer. Je pense que c'est possible. Il y a des gens qui disent c'est pas possible, c'est fini. Non, je pense que c'est possible. Si on met les moyens, si l'État met les moyens parce que les moyens manquent,
si les structures bancaires BPI, AFD nous accompagnent, et si les projets, par exemple, que nous voulons mettre en œuvre en Martinique en termes d'infrastructures économiques, je suis sûr qu'on va restabiliser démographiquement la Martinique. Mais si on ne fait rien, on se contente de dire qu'ils sont obligés de partir. Sous une échelle de combien d'années? On verra, mais ne serait-ce commencer. Ouais. Si on commence, et puis la mécanique et la dynamique est lancée, lorsqu'on a créé le BUDOM, on a bien commencé. Hein. Je pense même que ceux qui ont créé le BUDOM ne s'attendaient pas à une situation aussi grave. Et aujourd'hui, ça a continué pendant 30 ans et ça a eu son effet. Donc aujourd'hui, il faut un Bibi France. Il faut faire l'effet inverse. Pas que ça. Il faut développer ces pays. Ouais. Ces pays ne peuvent pas rester dans l'assistanat systématique et mécanique. Il faut développer ces pays-là et il faut absolument qu'on assume nos responsabilités localement. C'est d'ailleurs l'objet de l'appel de Fort-de-France. Je pense qu'on peut le faire. Nous ne pas couillons passer personne. Il faut que l'État vous accompagne et mette plus de moyens. Beaucoup plus de moyens. Je n'ai pas dit à l'État de m'assister. Ouais. C'est différent. Hein. Je dis que l'État joue son rôle régalien. Et libère les énergies locales. Ouais. Mettre bien sûr les moyens. Je vous donne un exemple. L'équilibre écologique est lié justement à ce que les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, vous savez que les émissions de gaz à effet de serre, c'est pratiquement les États-Unis, la Chine et les grands pays européens. Et que les pays du Sud émettent très faiblement, très peu. Ouais. Et que les pays du Sud, ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone qui permettent de capter les CO2. Pour la France, le premier capteur mondial de CO2, pour éviter les gaz à effet de serre, donc les mutations climatiques, donc les montées des eaux dans le monde entier, la France est le premier fournisseur mondial en océan capteur de CO2. Ce sont des puits carbone. La forêt guyanaise, là où il y a lancé Ariane sous tissu de bidonville. La forêt guyanaise est un puits de carbone tout à fait exceptionnel. À quel moment cet écosystème a été traduit en valeur comme on a traduit le marché carbone? À quel moment on a dit ça coûte et ça, à quel moment on l'a valorisé financièrement? Je ne sais pas si je me fais comprendre. On valorise par échange le marché carbone, vous achetez quand vous polluez trop, vous compensez par des achats, donc il y a un marché qui s'est créé. Mais il y a un marché qui permet que les puits de carbone fonctionnent pour qu'il n'y ait pas de dégâts sur les gaz à effet de serre. Si on quantifie les puits de carbone océaniques, parce que vous savez que la Polynésie, c'est l'équivalent surface de l'Europe. La Polynésie, c'est l'équivalent surface de l'Europe. Bon. Et si on évalue ça, vous pensez véritablement que les moyens aujourd'hui budgétaires que la France donne à l'outre-mer seraient suffisants par rapport à cette richesse qu'on apporte, qui fait que la France est le seul pays au monde où le soleil ne se couche jamais? On se contente, vous, moi, d'autres, esthétiquement, d'être heureux, d'avoir une petite attention ensoleillée, tropicale, folklorique. C'est ça, on se contente? On parle sérieusement? Non, je dis que je revendique ce droit-là. Et que ce droit-là devrait me permettre de construire des résiliences économiques nécessaires localement. Oh, monsieur le Président, donc Serge Letchimy, alors on va échanger, on continue à échanger. Donc, le Président de la République l'a dit la semaine dernière, on va arrêter donc l'abondance. D'ailleurs, qu'entendez-vous par on va arrêter l'abondance? Non, ça c'est un débat. On consomme de trop? On consomme mal? Non, ça c'est un débat. Moi, c'est oui. M. Macron, il a sa formule. Et que comprenez-vous par ça? Il explique. Non. Moi, je préfère ne pas parler d'abondance parce que, franchement, quand vous avez des gens qui, à Paris, à Stein ou dans les banlieues, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui m'ont dit comme ça, ils mangeaient trop. L'abondance, c'est qu'on a trop. On mange trop, on consomme trop. C'est ça l'abondance. Ouais. Comment vous allez dire à quelqu'un de Saint-Denis, de Stein ou de la Courneuve, qui mange pas à sa faim, qui est dans l'abondance? Il y en a qui sont dans l'abondance. C'est ceux qui exploitent de manière, qui exploitent impunément la planète. C'est ceux qui considèrent que, en matière de politique énergétique, quand vous avez des gens qui sont tellement riches qu'ils ont des villas de 10 milliards, de 15 milliards, c'est ça l'abondance. Mais celui qui est à Stein, dans un petit HLM avec 7 enfants, à qui mon compagnie d'abondance. Non, c'est pas la bonne formule. La bonne formule, c'est qu'il faut absolument avoir ce qu'on appelle une consommation maîtrisée, contrôlée, et surtout une production qui respecte les capacités énergétiques de production de la planète. On est en train d'abuser de la planète
l'impact, l'empreinte écologique de l'homme est trop fort sur la planète, notamment ceux qui profitent, ceux qui sont dans la profitation capitalistique. Et à ce titre-là, il faut absolument revisiter les mécanismes de formation, de richesse et de production. Quand on voit les bénéfices que Total réalise, Total est certainement dans l'abondance criminelle, quoi. Bon, mais on peut pas dire que ceux et celles qui vivent à HLM dans la banlieue parisienne sont dans l'abondance. Alors, il a dit aussi, donc il préconise notamment pour ceux qui sont ici en Hexagone, il va falloir donc réguler et chauffer à 19 degrés. Là, il a raison. Bon. Parce qu'on est dans un contexte de crise. Vous n'êtes pas concerné en Martinique. Ah bon, pourquoi je ne suis pas concerné? Non, mais vous n'avez pas de chauffage en hiver, il n'y a pas d'hiver en Martinique. Donc, mais on se climatise, non? Oui, donc il faut réduire aussi sur la climat. J'en sais rien. Je dis, il faut rentrer dans une politique de sobriété. Ça, c'est quand même l'évidence. Mais c'est parce qu'on a tellement abusé de la planète qu'aujourd'hui, on est en situation difficile. Il faut parvenir progressivement à supprimer les énergies fossiles. Si on le fait, et très clairement. Et je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le faire au détriment des plus pauvres et au détriment de d'autres pays. Si le mécanisme de la modification de la stratégie énergétique est de remplacer les profits pétrole par les profits soleil ou les profits vent, et on a des cas en Martinique. Hein. Il faut penser à une politique après pétrole, après gaz, aujourd'hui? Non, il faut penser à une démocratie sociale et économique qui puisse permettre à tout chacun de pouvoir bénéficier des richesses de la planète. On n'a jamais su distinguer le bien commun du bien privé entre l'eau, l'air et la mer. On sait pas faire ça ici en France. Et c'est justement ce que savent faire les Polynésiens ou les Calédoniens. Ils savent ce que c'est que la résilience. C'est une forme d'humanisation de son comportement pour pouvoir résister, manger et boire dans les meilleures conditions possibles. Donc on est dans des échelles de valeurs qui sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a un vrai chantier. Et d'ailleurs, le gouvernement a lancé ce chantier-là. Je sais pas ce que ça a donné. Mais nous, en Martinique, on a besoin de nous retrouver autour de la résilience. Nous devons absolument atteindre le but d'installation d'un maximum d'énergie renouvelable. Nous sommes en négociation avec la Dominique pour la géothermie. Nous travaillons parallèlement sous 2 sites, aux Anses d'Arlé et à Fort-de-France et au Lamentin pour produire du froid et de l'électricité. Nous travaillons d'arrache-pied aussi sur l'énergie solaire. Tous les bâtiments publics, écoles, lycées, ont leurs toitures qui sont recouverts pour avoir une autonomie solaire de fonctionnement de l'énergie. Nous travaillons aussi et de manière très puissante. Parce que il n'est pas question pour moi, pendant la période que je passerai à la tête de cette institution-là, qu'on vende mon vent pour moi. Parce que Baron, pour quelle raison on ne peut pas vendre vent moi-même? Pour quelle raison? Parce que nous travaillons pour rechercher quels sont les potentiels en matière d'éoliennes, pas d'éoliennes au sol, mais d'éoliennes en mer, de telle sorte qu'on puisse, la Martinique exploite son vent de manière maîtrisée pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de la Martinique. Nous sommes. Pourquoi dire c'est faisable? Si c'était parce que c'est mon gars, mais c'est faisable, c'est tout le monde qui l'a dit c'est faisable. Bon, mais oui, mon papier couillon personne, donc il est faisable. Il faut l'étudier. Alors, généralement, les solutions viennent de Paris. Parce que l'infériorisation qu'on a vécue pendant les 3 siècles a des conséquences jusqu'en 2022. C'est-à-dire, à partir du moment où on a pensé, faut pas parler trop fort qu'on a pensé. C'est pas mon style du tout. Donc, je pense très, très fort. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il faut absolument investir l'avenir parce que les jeunes qui nous regardent, mes enfants qui me regardent, mes petits-enfants, mon fils qui me regarde, il se dit, mais qu'est-ce que je lui offre dans 10 ans? Nous sommes une génération on doit se sacrifier, on n'a pas le choix. On doit se sacrifier et l'acte de l'appel de formation, c'est un acte de volonté très déterminée, quel que soit le prix à payer. Parce que nous devons calculer. Moi, pas parler trop fort parce qu'on m'en est réélu. Bon, ça. Donc, on demande clairement un changement pour que les jeunes Martiniquais, mes Martiniquais de Martinique, mes Martiniquais qui ont leur père, mère, ou les Martiniquais qui sont mariennes martiniquaises, mais qui sont blancs, qui sont arabes, qui sont africains, on se moque de tout ça. Ces gens-là doivent sentir que la Martinique bouge et qu'on a envie de vivre dans ce pays. Vous n'avez pas peur que les Martiniquais disent, mais il dit ça aujourd'hui parce qu'il est sur son dernier mandat? Ça qui dit qu'on a des mandats. Je sais pas, je vous pose la question. Oui, mais ça dit qu'on a des mandats. Moi, je vous pose la question, monsieur le président. Vous dites ça, mais moi, je sais ce que je veux, il n'est pas. Non, je sais ce que je veux, il n'est pas question pour moi. Cette mission est aboutie, il faut absolument que d'autres générations prennent la main. Mais c'est pas du tout dans ce sens que je fais des choses. Je pense que on a une fenêtre de tir.
et une occasion qui s'est présentée. L'appel de Fort-de-France, l'ouverture de la porte du président de la République pour discuter, dialoguer, parce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas ouvrir la porte. Hein. Ouais. 3 réunions en journée, bon, c'est pas une réunion comme ça, quoi. 6 heures de débat et de discussion avec des gens quand même comme Victor Lurel, comme et Harry Chalus, comme Huguette Bello, comme Gabriel Serville, comme Whittington, comme et Benassi. On a vraiment des sujets très importants. Donc, je pense vraiment que l'occasion est arrivée de débattre et de discuter. Monsieur le Président, cet appel, il aurait pu être lancé. Vous avez été également donc, pendant plusieurs mandats à l'Assemblée nationale, donc au Palais Bourbon. Vous aurez pu vous retrouver et lancer cet appel. Vous n'étiez pas assez fort à l'Assemblée? Non, je pense que toute révolution, toute évolution a son temps. Ouais. Le moment était venu pour faire certaines choses. À l'Assemblée nationale, j'ai fait des lois. J'ai laissé 4 lois, 3 lois et 2 résolutions. On a insulté le peuple martiniquais, c'est M. Guéant, je lui ai répondu très fermement, très clairement. J'ai fait 3 mandats à l'Assemblée nationale, j'ai fait mon job. Maintenant, l'heure est venue du changement. Et il faut absolument assumer ça. Il faut l'expliquer au peuple. Parce que ce que je dis là, si le peuple ne me suit pas sur le terrain, c'est pas bon. Mais la démonstration a été faite pendant la Covid. Il y a eu tellement d'humiliations qu'on a même oublié d'où on venait, où on est, qui on est, etc. La Martinique doit absolument se retrouver dans son identité, dans la République. La loi autorise d'avoir un drapeau. Bon, on aura notre drapeau. La consultation sera relancée pour avoir notre drapeau. Bon. Ah, bien sûr, ça va dire, oui, mais il avait l'indépendance, il a mis un drapeau. Mais la Corse du drapeau, Bretagne du drapeau, hein, donc nous avons un drapeau, nous. On va avoir la consultation. Et on ne va pas enlever le rouge, vert, noir. Hein. Ce sera dans la consultation. C'est qu'il ait choisi rouge, vert, noir. Quand je dis rouge, vert, noir, c'est qu'il ait choisi CEPAN colonial, quand je dis CEPAN colonial. Mais on va faire la consultation, puis ça qui sautille, on verra. Bon. C'est le peuple martiniquais qui doit choisir? Mais bien sûr, c'est le peuple martiniquais. D'accord. Pas les élus. Oui, c'est pas les élus. Mais non, c'est pas les élus. Ça s'est fait d'une certaine manière. Et puis, deuxièmement, il faut l'hymne. Il faut l'hymne. On a l'hymne français, qui est notre hymne. Ouais. On a notre drapeau français, qui est le bleu, blanc, rouge. On a le drapeau européen. Et il y aura le drapeau martiniquais, et puis le drapeau de l'OICS. L'hymne martiniquais. Il y aura d'abord le drapeau martiniquais à côté du drapeau français et le drapeau européen. Puis on aura le drapeau de l'OICS, des États de la Caraïbe. Ouais. On aura le drapeau de l'AEC aussi. On aura le drapeau de la CARICOM. Ça fait beaucoup de drapeaux. Ça fait beaucoup de drapeaux simplement parce qu'on ouvre les portes. Peut-être que habituer les gens à considérer qu'ils sont 300, 400 000, qu'il n'y a personne à côté, qu'à partir du moment où Haïtien ou Saint-Domingue ou Sainte-Lucie ou pas personne, ça n'a pas de sens. On est dans un bassin maritime transfrontalier où on pourrait avoir des plateformes d'équivalence de matériaux. Mais en même temps, si on a les drapeaux et on n'a pas la considération, ça ne va pas... Mais la considération se donne soi-même, sa considération. Ouais. Respecte-toi d'abord pour qu'on puisse te respecter. Pour l'instant, on ne se respecte pas trop. Ouais. Donc on se respecte d'abord et on a notre drapeau. Et dans ce cadre-là, on n'est en aucune manière hors de la République. Et deuxièmement, nous avons notre hymne. Ouais. Et que l'hymne, il y a l'hymne français, et puis il y a l'hymne martiniquais. Lorsque nous allons dans des compétitions à côté, au Venezuela, qui hymne nous avons joué à la... Donc on nous demande quel est l'hymne du pays, pas l'hymne. Bon, donc il faut l'hymne, de telle sorte qu'on trouve notre fierté. Et il faut aussi qu'on reconnaisse nos héros, nos histoires. Césaire, Fanon, Lumina. Il faut qu'on ait ancré dans notre tête qu'on a nos propres héros, qu'on ne nous raconte pas l'histoire d'hier à leur manière. Ouais. Bon, je veux bien connaître l'histoire universelle, mais je veux connaître mon histoire aussi. Et il faut aussi, comme ta grand-mère, que tu sois en cohérence par rapport à ta richesse biologique. Je dis, ou incapable de dire comme ça, qui médicament, ou qu'on fait bocaille, si on est en grippe. Parce que vous tellement européanisé, pas toi, mais nous tellement européanisé que nous allons aller... Ah oui, mais c'est ça, mais on a tout perdu. Ouais. Alors si mon dernier sacrifice, c'est ce sacrifice-là, ok, je donne ce sacrifice-là au peuple. Vous parliez donc justement donc de la reconnaissance donc de ces héros que nous avons donc sur le territoire. Vous en avez discuté avec le ministre de l'Éducation nationale pour que l'histoire aussi, notre histoire, soit aussi dans les manuels. J'ai surtout discuté avec Pape Ndiaye, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui a une histoire, et pour lui dire, nous voulons une part de la compétence pédagogique de l'éducation nationale. Martinique. Je ne pas de Martinique. Et la Guadeloupe peut demander autre chose. La Guyane peut demander autre chose. Ça, il faut bien intégrer ça dans la tête. Hein. Ouais. Donc, chaque monde m'a dit, c'est olé. Le truc de base, c'est pas de statu quo. Pour quelle raison je demande ça? Il ne s'agit pas de se substituer à l'État, c'est un pouvoir régalien d'État que je respecte. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un pouvoir régalien que les petits Martiniquais ne peuvent pas bénéficier d'outils pédagogiques correspondant à leur réalité géographique et historique et patrimoniale. D'accord.
C'est quand même incroyable, ça. On l'avait, donc... Mais non, on n'a jamais eu. L'éducation nationale a ouvert la porte à des espaces de connaissance de l'histoire, mais depuis il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a un ministre qui avait interdit Césaire au bac. Je ne veux pas faire l'histoire avec ça encore, mais il ne faut pas exagérer quand même. Bon. Et notre milieu géographique, la connaissance de notre milieu géographique, mais aussi la connaissance de notre musique et de notre art. Ouais. On a beaucoup d'artistes. Beaucoup de ferveur artistique. Et bien, cette ferveur artistique-là, il va falloir que, sur la base de V1, de validation des acquis par l'expérience, que nos grands musiciens, Mona va jamais aller dans la pièce conservatoire, mais c'est l'un des plus grands musiciens du monde. Bon, eh bien, si il était vivant, et puis il a allé bac et 10 heures de cours, aller en collège, en lycée, parce qu'il a le génie pour ça, même s'il n'a fait aucun conservatoire, nous allons faire un conservatoire. Hein, ouais. C'est au lycée Schellcher, c'est en cours. Mais je veux dire, l'acte pédagogique doit être co-construit avec l'État. Autrement, on est déconnecté. Et le créole? On en parle ou pas? La valoriser. Ah ouais, parce que il fut un temps, quand on parle de créole en Martinique, le TK dit nous pas parler créole, c'est Baïvieneg. Bon. Est-ce que le créole, nous avons une langue officielle qui s'appelle le français, et pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus, ouais. Mais il y a une deuxième langue qui s'appelle le créole, et qui peut être aussi un outil pédagogique. Comme le corse parle le corse, le breton. Bien sûr, mais ça, c'est tout combat qu'il faut mener. D'accord. C'est injurier la République de dire que je parle créole, mais on croit pas les créoles. Oui. Alors, le devant et blanc, on croit pas les français pour, puis bien comprendre nous, et puis, ou quoi de chose, on parle pas les créoles encore, mais pour qui raison parler? Monsieur Nika fait un effort pour comprendre le créole, moi. Quand devant Macron, je parle créole. Et dans une discussion, ça dit dans l'Élysée, quoi, moi, je lui ai traduit. Parce qu'il n'y avait pas qu'à comprendre. Bon. Mais ça s'arrête là, mais il faut être dans la vérité et l'authenticité. Il faut arrêter cette espèce de posture macaque là, et moi je t'aime moi non plus. C'est bon, il faut aller franchement. On sort pas de la France. Et on va avoir un climat de peur qui va se déclencher en disant, ah ouais, les chimiques de feu, peut-être sécurité sociale, la CAF. Si nous, qu'à vivre que pour la CAF, la sécurité sociale, tu causes. Hein. Alors, puisqu'on parle de climat et de peur, alors vous avez pris donc la maison, hein, donc la CTM, la collectivité en pleine crise sanitaire qui a débouché, n'ayons pas peur des mots, Monsieur le Président, sur une crise sociale, où le ministre Sébastien Lecornu s'est déplacé. Alors, on nous a envoyé, les gendarmes, le GIGN, au lieu de nous envoyer des médicaments, et enfin bon, il y en a eu, mais pas suffisamment. On a appris de cette crise sanitaire, de cette Covid-19, on a appris en Martinique? Beaucoup. Et la première chose, c'est qu'on soit en mesure face à ce malheur, parce que c'est un malheur, et de rentrer, d'être dans l'humilité. Voilà, je pense que ça a manqué au gouvernement dans son attitude quelquefois. Il n'y a pas eu suffisamment d'humilité, de pédagogie. Alors, c'est très facile de le dire, peut-être que c'est une critique facile, mais... Alors, M. Véran le reconnaît aujourd'hui dans un livre. Véran le reconnaît. Oui. On va le reconnaît. Bon. Enfin... Non, je pense j'ai vu, c'était pratiquement un peu même pas un peu, beaucoup d'arrogance quelquefois. On n'a pas pris le temps pour le faire. Bon. D'autant plus qu'on est dans des milieux culturels très différents. Donc c'est pour ça que j'étais pour la vaccination. Moi, j'ai été vacciné 4 fois. Contre l'obligation vaccinale. Je considère qu'il fallait surtout pas punir des gens qui sont déjà en difficulté. Il y a fait de paix de travail, météo des etc. Il fallait trouver des compromis. Dans la vie, il faut toujours essayer de trouver des solutions, des compromis. Et j'ai écouté Emmanuel Macron là-dessus aussi. Je pense même qu'il se pose des questions sur la manière dont ça s'est passé aux Antilles, notamment dans l'outre-mer. Mais deuxième chose, ça a quand même ouvert la voie à un autre enjeu que sont les insuffisances sanitaires en outre-mer. Je veux pas aller trop loin dans mes propos parce que... Parlons des hôpitaux aujourd'hui. Oui, comme élément d'intérêt. Oui, mais il faut qu'on... J'ai perdu une sœur récemment. Je peux vous dire que c'est quelque chose de très douloureux, très difficile. Bon. L'état des hôpitaux en outre-mer est inacceptable. Est inacceptable, intolérable et même indigne pour la France. L'état des hôpitaux. C'est tellement vrai que les vols sanitaires se multiplient. Je ne parle pas de la période de crise, je parle de l'état des hôpitaux. Donc, on y a un Covid qui est arrivé. On a pratiquement 1100 morts en Martinique. Oui. Bon. Et qui arrive à tout le monde. Sur un tissu de précarité sanitaire incroyable, les médecins et les infirmiers, les soignants sont des héros. Comme en France, mais encore plus. Parce que ici, en Martinique, en Guadeloupe, tout ça, ils devaient travailler 10 fois plus
par rapport à l'état sanitaire des hôpitaux. Et je félicite ceux et celles qui sont venus de France. Ouais. Nous donner un coup de main, il fallait les protéger, bien les accueillir. Et ça nous a montré qu'il y avait des insuffisances de politique de santé avec des déserts médicaux dans le nord de la Martinique, notamment du côté de Sainte-Marie, Macouba, etc., qu'il fallait faire un énorme travail. C'est pour ça que d'ailleurs, que sur les compétences que nous demandons, nous disons la compétence santé, c'est l'État, ouais. Mais il faut absolument que la collectivité puisse peser sur les décisions, notamment sur la territorialisation et la proximité des soins. Et puis, nous devons aussi faire face à ce qu'on appelle des déserts médicaux. Pour attraper un rendez-vous et puis un spécialiste, c'est des ans. Ouais. Vous en entendez quoi, bon. Et donc, si soit on croit pas, on croit pas sur la hanche, ou pas la hanche, on finit puis ça. Donc, on a une situation. Ça a révélé, à mon avis, c'est une situation difficile. Alors, on a vu, vous parlez donc de l'État, hein, donc des hôpitaux. Est-ce que vous qui êtes aux commandes, vous discutez avec l'ARS, l'Agence régionale donc de la santé? Il y a des projets pour... alors on l'a vu, hein, on a vu sur des images, Fort-de-France. Alors, on a découvert pendant cette crise sanitaire que l'hôpital Zobda-Kitman, donc, alors équipé, mais sous-équipé. On a vu que dans l'état donc, des chambres... Alors, des fois, on voit des chambres dans des états pitoyables où il y a des cafards, des rats, des choses. Alors, que doit faire l'ARS? Alors, il faut un vrai plan pour sauver l'hôpital en Martinique? Non, c'est pas seulement l'ARS. C'est l'État. Oui, quand on parle de ça, c'est l'État. L'État a fait ce qu'on appelle le plan Ségur, oui. Et pour rattraper les retards, parce que ce serait malhonnête de ma part de dire que les retards incombent à Macron. Et ça fait longtemps qu'on a abandonné les hôpitaux en France. Depuis 2 ou 3 mandats, je dis en France, c'est-à-dire y compris à Saint-Denis, y compris ailleurs, il y a une dégradation de la prise en charge des biens publics et des politiques de santé publique. L'eau, et la santé, l'éducation, la justice. La justice en Martinique, par exemple, a besoin d'une 30aine de magistrats. Il n'y a que 12. On a un trafic de drogue en pleine mer. Venezuela, États-Unis, en impliquant Dominique et Sainte-Lucie dans le trafic de drogue. On a pris 2,5 tonnes de cocaïne au cours des mois derniers en Martinique. Et en pleine mer, aujourd'hui, on a besoin, compte tenu du trafic et des échanges qui se font en pleine mer, on a besoin d'une coopération judiciaire avec des magistrats de la coopération pour discuter avec la justice des États-Unis pour prendre des mesures. Mais ça fait des années qu'on attend ce magistrat. Donc il y a une dégradation, et c'est peut-être là où il y a le plus de problèmes vis-à-vis de cet État-là, c'est de dire qu'il faut remettre les moyens. Nos besoins, 800 millions d'euros. Pour reconstruire Zobda Kitman, pour reconstruire Emma Ventura, c'est une honte, Emma Ventura. On a réparé ce qu'on a pu faire réparer nous-mêmes, alors que nous n'avons pas de compétences. Mais c'est pas possible de laisser les personnes âgées dans cet état-là. C'est l'hôpital de Saint-Esprit, l'hôpital du François, enfin, plein d'hôpitaux, Trinité, qui est dans une situation locale, l'hôpital de Trinité, on est terrain rentré puis en parapluie. C'est quand même grave, quoi. Ou quand on entre dans l'hôpital, il faut qu'on y ait un parapluie parce qu'il y a de l'eau qui coule partout, etc. Il faut reconstruire ça. Bon. Donc l'État a pris, on a essayé de rattraper tout ce retard-là. 800 millions, 850 millions, d'après mes estimations. Voté par le Ségur pour la Martinique, environ 430 millions d'euros. Donc il manque la moitié. Et qu'à moitié, la moitié. La réalité est là. Alors, pour quelle raison, d'un côté, on enlève la taxe sur la grande fortune, et de l'autre côté, on n'a pas la possibilité de pouvoir financer? Parce que mon besoin est 800 millions. On a besoin de 800 millions parce que je fais avancer la construction de Zobda Kitman. Nous avons réussi, j'aurais pu dire j'ai réussi, mais nous avons réussi à faire le plateau technique d'Erel Aménard, qui est un plateau technique le plus sismique de la Caraïbe. On a réussi cet exploit-là, c'est un bel outil, mais il faut refaire Zobda Kitman. Bon, côté manque à 400 millions. C'est là où on dit l'État doit assumer ses pouvoirs régaliers qui sont liés à l'égalité des droits. Donc s'il manque 400 millions, il faut trouver les 400 millions. Il n'y a pas de discussion à avoir parce que ce sont des gens qui ont des droits à être soignés. Des médecins qui doivent fonctionner avec des moyens techniques. Entre-temps, on a livré le cyclotron. Le cyclotron, qui est la médecine nucléaire qui permet de détecter très rapidement les maladies parce que nous avons une prévalence de cancer, notamment le cancer de la prostate qui est un cancer qui tue. Et qu'on bat les records dans ce domaine-là. C'est tant mieux que le cyclotron soit en Martinique. Ça nous permet de rayonner dans toute la Caraïbe.
Mais on voit vraiment qu'il y a un effort. L'ARS, qui a fait ça, il peut. Il faut simplement qu'on soit tous ensemble pour exiger de l'État plus de moyens, construire les hôpitaux. On va nous dire, oui, vous n'avez pas la capacité de construire. C'est un baratin que j'entends ce temps-ci. C'est pas vrai. Hein. Pas coûter ça. N'est que pas picouillon personne. Nous, on a la possibilité de construire. Et l'ARS fait un bon boulot dans ce domaine-là. Je parle là pour défendre l'ARS. Ouais. Et on est très mobilisés pour essayer d'avoir le maximum de moyens pour reconstruire ces hôpitaux. Alors, puisqu'on parle d'ARS, l'ARS, donc, un directeur donc, a été nommé tout récemment, un nouveau préfet à Martinique. On n'a pas l'impression que les têtes changent et qu'il leur faut du temps. Et puis après, quand ils seront aguerris, qu'ils vont connaître le problème, on va les rechanger à nouveau et puis on repart dans une suite logique comme en maths. Oui. Qui ne s'arrête pas. Non, mais c'est une manière assez particulière vous en pensez quoi, vous de l'analyser. Ouais. Ces pays d'outre-mer qui ont d'ailleurs... Vous parlez de pays maintenant. Je veux toujours parler de pays. C'est vous qui pas attendre. Oui. Pour moi, c'est pas un département et une région. Ce sont des sigles, ça. Ouais. DOM. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un sigle juridique. Ouais. Département d'outre-mer. Tu es domien, toi? Oui. Ah, tu es domien? Non, mais je crois que tu étais martiniquais. Je suis martiniquais. Oui. Mais d'abord martiniquais, pas domien. Oui. Ah bah, à la limite, tu es tomien. Tomien. Ouais. Ça sonne bizarre. Ouais. Tu es tomien. Tu es content de ça? Tu donnes un coup de sigle sur la tête, on t'identifie, non? Tu es Ouipien, région ultra-périphérique. Ça fait dire quoi? Je suis martiniquais, point. Il y a un pays qui s'appelle la Martinique. Ouais. Et dans ce pays, il y a un peuple qui s'appelle le peuple martiniquais. Et qui a une culture, qui a une langue, qui a une identité. C'est ça qui m'intéresse. Et que cette... Moi, j'ai l'impression quand on vous regarde aujourd'hui, quand on vous écoute, Monsieur le Président, on a l'impression qu'on retrouve un autre Serge Letchimy. J'ai jamais changé. Ouais. C'est que, vous n'avez pas voulu me comprendre et j'ai changé de ton. Ouais. Parce que comme... Il le fallait. Mais non, mais vous êtes dans du doudouisme. Là. Moi, je suis dans du doudouisme. Mais il fallait changer de ton. Et la pire des choses, c'est de passer pour un crétin. Mais Monsieur le Président, c'est de passer pour un crétin. Je trouve que l'État, aujourd'hui, ne respecte pas notre dignité. Ouais. Et nous traite de manière infantilisante et de manière fraternaliste. Tu es mon frère que si tu reconnais mon identité à moi. Et je reconnais ton identité, quelle que soit ton origine. Moi, je suis moitié indien, Pondichéry. Mon papa n'est Pondichéry, mais arrière-grand-papa, moi, n'est Pondichéry. Et mon moitié nègre. Sénégal ou Bénin, là, pour moi. Bon, ni moitié en l'aime. Donc, j'ai pas de problème de racisme du tout. Pour moi, tout homme, quelle que soit sa couleur de peau. Bon. Mais me prendre pour une infériorité dans des corpus, je dis pas que les gouvernements, les ministres sont racistes, il y en a certainement. Mais c'est le comportement de suprématie qui me gêne et qui fait qu'on va nous étouffer dans un néocolonialisme mental que je peux pas accepter. C'est pour ça que je demande aux gens de se réveiller. Ah, ils ils préfèrent être le doudouisme, ils font le doudouisme. Et quand je parle des Martiniquais qui sont ici et des Martiniquais qui sont là-bas. Je parle pas au nom des Guadeloupéens, je me permettrai pas. Je suis pas élu de la Guadeloupe. Mais les Martiniquais d'ici. Pour moi, c'est d'ailleurs, si on est ensemble unis, c'est un peu le même combat. Mais l'issue peut être différente. Je ne veux pas dicter à Harry son comportement. Je ne veux pas dicter à Gabriel son comportement. Vous savez quelle est la surface de la Guyane? 88 000 km², 86 000 km². Vous savez quelle est la surface du Portugal? Un peu moins. Je donne ces chiffres pour vous dire que nous pas pitié par ces personnes. C'est un grand pays qui a de l'or, qui a du pétrole, qui a de l'énergie. Et comme on est en train de sortir de l'ère de l'énergie fossile, c'est la beauté de ces pays et son caractère extrêmement divers et hétérogène. Quand qui vit une immigration un peu compliquée, mais quand Gabriel dit « je suis moi-même Serville », issu de cette immigration-là. Donc c'est un peuple qui sera puissant demain, qui a des difficultés aujourd'hui, mais qui sera puissant demain. Moi, il faut traiter correctement. Et nous reconnaissons la République et nous ne voulons pas sortir de la République. C'est ça que la volonté des Martiniquais et des Martiniquaises. Mais il ne faut pas non plus que ce mécanisme d'écrasement, d'infantilisation, de gouvernement à distance de la Martinique continue. C'est une gouvernance à distance. Je le vis comme ça, je le dis. Mais est-ce que cette puissance, justement, Monsieur le Président, on a du mal à la voir venir. Alors, vous parlez de puissance, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on c'est pas vrai, c'est pas vrai. Césaire l'a vu depuis très longtemps. Il n'y a pas coûté. Franchement, Césaire, depuis des années, KN européenne, a un discours sur le colonialisme.
ce qu'il a fait, tous les combats qu'il a menés, la création du PPM, la politique d'émancipation, la création du CERMA, il a dit clairement, il a toujours été combattu, pas seulement par les gouvernements qui lui rendaient même pas visite. Aucun préfet ne le recevait. Mais il était aussi combattu localement, dans le pays, par ceux qui détenaient les mécanismes de richesse et qui ne voulaient pas lâcher ça du tout. Parce qu'il ne faut faire d'inquiétude. Hein. Notre ennemi, nos combattants, nos opposants, se passent systématiquement à la rue Oudinot ou la rue à l'Élysée. L'Élysée, il ne faut surtout pas faire de cadeau à l'Élysée, à Matignon, mais il faut aussi qu'on règle notre problème entre nous. Est-ce qu'on est tous d'accord pour changer le modèle ou est-ce qu'on laisse que certains profitent et puis d'autres sont toujours dans la misère? C'est ce choix-là qu'on peut faire. Il y en a qui n'ont aucun intérêt à ce que Serge Letimier propose avance. Hein. Aucun intérêt. C'est là encore la vérité qui véritablement l'a avancé. Économiquement, les perspectives n'ont pas changé, donc les richesses sont toujours entre les mains des plus riches. Oui, c'est à nous de changer les perspectives. Comment? Vous avez suivi les débats pendant 3 mois, il faut changer les perspectives. Il faut redéfinir les modalités d'accès à l'immobilier dans notre pays. Il faut accompagner ceux qui n'ont pas les moyens mais qui ont l'intelligence vers une nouvelle démocratie économique. Il faut rendre accès possible au foncier agricole pour permettre aux gens de produire. On ne peut pas dire aux gens de produire à l'enfant à vigne et puis il fait patate et d'achine montant les deux. Il faut organiser la structuration de l'écoulement de la production locale qui soit suffisamment équilibrée pour pouvoir permettre aux paniers d'aménageurs de pouvoir vivre correctement. Et il faut absolument construire des politiques publiques pour éviter ce qu'on appelle l'errance sociale que nous avons aujourd'hui et une bonne prise en charge des personnes. Est-ce qu'on a du foncier pour faire tout ça? Oui, on a du foncier pour le faire. La seule chose, c'est que le foncier est sous le régime d'une structure agraire qui date de 400 ans. Il faut changer ça. Et il faut changer et faire évoluer. En donnant la main à tout un chacun, y compris ceux qui possèdent aujourd'hui. S'ils ne veulent pas prendre la main, ça c'est autre chose. Il faut que l'État prenne position, rachète les terres. D'abord, quittez l'État tranquille. D'abord, nous. Oui. Entre nous. Le foncier, c'est l'État. Non, pas du tout. C'est en Guyane que l'État maîtrise 90% du foncier. Oui. Mais pas en Martinique. L'État maîtrise des espaces forestiers à réguler, ça c'est autre chose. Mais je parle de notre capacité à produire. Il faut qu'on fasse le pas pour que les mécanismes de financement de l'Europe, POSEI ou autres, et pêche, puissent permettre de toucher aussi la diversification de la production agricole avec de l'agro-transformation derrière et ne pas s'attacher simplement à 2 grandes spéculations qui exportent, banane et rhum. Ça, c'est l'économie de plantation. Je suis pas contre l'exportation de la banane et du rhum, à la seule condition est que les petits planteurs de bananes soient sauvés et qu'on ne soit pas dans un mécanisme de disparition des petits planteurs avec, bien sûr, comme résultat, une dizaine, une vingtaine de grandes exploitations à 4 000, 5 000 hectares qui exportent ailleurs simplement. Donc, il faut sortir de l'esprit de l'économie de plantation. C'est pas seulement l'économie de plantation, de l'état d'esprit. Donc ça, c'est une révolution. Est-ce qu'on peut le faire localement? J'en sais rien. La seule chose, ce sera posé sur la table, sur la base de plans extrêmement concrets. Et ces plans-là seront soumis au peuple, soumis à la population. Et si on a une ouverture d'esprit au niveau de l'État, qui ne nous enferme pas dans des mécanismes prédateurs au profit de ceux qui sont dans la profitation, on peut, de mon point de vue, donner une nouvelle ouverture à la Martinique et sortir de cette aliénation économique qu'on a, parce que le seul réflexe qu'on a aujourd'hui, on peut se demander, bagaille, est-ce que tu bois du guarana? Tu sais, le guarana, c'est quoi? C'est un soda brésilien qui est très connu et qui est produit au Brésil à partir des graines de guarana. Ouais. Bon. Est-ce que vous avez jamais allé acheter un guarana en bail commercial de Martinique? Non. Bon, ben, m'en fait. J'ai acheté un bouteille de guarana, c'est un soda, mais un soda brésilien. Regardez côté guarana sorti. Vous allez sortir. Produit à Évry. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la graine de guarana est sortie à Belém ou à São Paulo. Il traversait devant cette Martinique. Il allait, il mettait en bouteille à Évry, suivant les normes européennes, le calibrage des normes européennes. Et il aurait envoyé nous pour nous bailler. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu trouves ça normal? Non. Pour quelle raison? Même guarana, mais nos petits guarana, matières précieuses, le pétrole, le gaz, il y a plein de choses aussi dans ces pays-là. Pour quelle raison ne pas les exporter chez nous, à côté, les transformer et les revendre en Europe, les revendre pour nous-mêmes, les revendre dans la Caraïbe, les revendre aussi aux Brésiliens, j'en sais rien.
On parlait de foncier. Il faut les terrains, il faut les usines. Non, à mon avis, c'est l'éducation un peu aliénante qui fait qu'on peut avoir ce type de raisonnement-là. Il n'y a pas de problème de foncier. Il y a un problème d'accès au foncier. Oui. Mais justement, qu'est-ce que... Ah non, mais c'est très différent. Oui. Pas faire quoi qu'il y ait des problèmes fonciers, il y a un problème d'accès au foncier. Ouais. Il y a un problème d'orientation des politiques de développement. Donc tout le monde mais tout le monde ne peut pas accéder il faut réformer les choses pour qu'on accède. Ça s'appelle la discrimination positive. Il faut trouver des solutions pour qu'on demande à ceux qui en ont de faire des procédures de mise à disposition, que ceux qui vont bénéficier de terrains pour exploiter, pour produire des choses qui peuvent être transformées, pas aller mettre piscine dans la I, et puis grand villa, parce que c'est comme ça aussi. De deux côtés, il faut être très vigilant. De telle sorte qu'on puisse améliorer la production interne et sortir de l'importation massive. C'est ça, à mon avis, qui est fondamental. Et c'est possible. On ne dit pas qu'on sera en autonomie alimentaire à 100%. C'est pas possible. Ouais. On est dans une mondialisation dévorante. Mais aujourd'hui, on est à 20%. On peut... Genre 10 jours, nous 20%. Ouais. Ah oui, on peut augmenter. Vous estimez à combien on peut augmenter La Réunion, aujourd'hui, a fait ses efforts incroyables et tout 40-50%. On peut atteindre ce chiffre-là. La Réunion a un avantage sur nous, c'est qu'il y a presque 1 million d'habitants. Et c'est 2 fois la Martinique. 2 ou 3 fois de mémoire. Donc c'est un pays qui a une échelle compatible. Mais nous, c'est tout à fait possible de monter à 30, 40, 50%. Mais pour ça, il faut l'organiser. Il faut que tout le monde joue le jeu. Moins de profit, plus de production. Moins d'accès pour les pauvres, etc. Et au prix cher et plus d'accès pour eux, au prix contrôlé. Donc c'est ce combat qu'il faut gagner. En même temps, on est un petit pays, comme vous le dites, mais très montagneux. On ne peut pas, produire sur tout le territoire. Ça n'existait pas. Je m'excuse de te dire ça, mais les petits pays n'existent pas. Oui, enfin, un pays. On a un pays. Oui. Mais il y a des pays qui sont plus petits que nous, comme la Barbade, qui a un revenu par tête d'habitant qui est à 1 000, 2 000 euros par rapport à nous. La Barbade, des fois plus petit que nous. C'est un modèle économique qui a été mis sur pied, qui fonctionne. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de petits pays. Ça n'existe pas de petits pays. Comme il y a des grands pays qui sont dans une pauvreté immense, et puis il y a des petits pays qui peuvent avoir une croissance très forte. Non, on nous a appris à être petits. Et il faut lire Lynch, small is beautiful. On est petit, mais on peut être beau, on peut être créateur, on peut avoir du progrès. Et c'est ça qu'il faut sortir de la tête des Martiniquais, de dire, vous n'êtes pas plus petit, passez personne. C'est du VRGT qui a dit ça. Très bien. Alors, moi, j'ai rencontré, donc, pendant les vacances, pendant le Tour des Yoles, où l'équipe de Télé-Antilles était en déplacement donc, pour suivre cet événement, hein, donc toujours, hein, ce Tour des Yolerons de la Martinique. Alors, on a croisé donc, un élu hein, donc, de la CTM, en la personne donc, de Félix Mérine. Alors, qui se bat, il est au sport et aux affaires maritimes, hein, c'est ça? Il n'est pas aux affaires maritimes, il est au sport et à la mer. Et à la mer. Nous n'y en a mer. Voilà. Donc, il nous a parlé donc des DCP, ce qu'il a mis en place donc, pour aider ces marins-pêcheurs, pour que la CTM prenne en charge ces plateformes, ces structures. Aujourd'hui, justement pour ce secteur-là, qui est en grande difficulté, on voit hein, que voilà, les marins-pêcheurs donc, sont en disparition. Il n'y en aura peut-être presque plus si on ne fait pas quelque chose. Vous y croyez, ce secteur-là peut être encore sauvé, M. Letchimy? C'est pas que ça peut être sauvé, c'est à sauver. Obligatoirement. Il faut faire. On a 2 malheurs. Ouais. On a 2 malheurs. On a même 3 malheurs. On a tellement dégradé le métier de la pêche qu'aujourd'hui, la chute est irréversible. On est passé de 1200 pêcheurs en 10-15 ans à moins de 500 pêcheurs. Donc on voit... Et ça ne va pas en s'améliorant. Oui. Deuxième chose, les jeunes, le peu de jeunes qui s'intéressent à ça, il faut les encourager, les accompagner correctement. Donc, même avant moi, il y a des équipements pêche, port, rapide, etc., qui ont été commencés pour améliorer les infrastructures portuaires de pêche. Il faut continuer cet effort pour les faciliter. Ça semble avancer. Maintenant, on a un malheur qui est tombé sur nous, c'est le chlordécone. Oui. Parce que il est là qu'il y a une guerre. Il est là depuis quelques années maintenant. Oui, on l'a laissé là depuis quelques années. Ouais. Ça fait 50 ans qu'on l'a laissé là. Je rappelle que les premières autorisations, c'est les années 70. Hein, bon. Et je fais un rapport parlementaire sur ce dossier-là, qui est très important.
Et chlordécone a fait qu'il y a un tiers des côtes de la Martinique interdit à la pêche. Bon. Donc, il y a derrière ça... Est-ce que scientifiquement, c'est prouvé que c'est le chlordécone? Oui, c'est prouvé, c'est démontré par tous les scientifiques et tous les services que c'est des parties côtières attenantes aux grandes plantations, c'est pollué. Et que l'on fait un prélèvement à des poissons, où il y a un taux de chlordécone qui est incroyablement élevé et interdit à la consommation. Donc, s'il n'y a pas de débat dessus. Bon, il y a un débat sur le lien entre cancer de la prostate et chlordécone qui est clos, puisqu'on a établi le lien et le tableau des maladies professionnelles a été modifié justement pour prendre en compte ça, mais il y a des problèmes de réparation. Donc, un tiers des côtes interdit à la pêche. Bon. Ça veut dire qu'on a un tiers potentiel Martinique qui n'y poisson qu'on ne peut pas pêcher, et deuxièmement, qu'un pêcheur ne peut pas la. Parallèlement à ça, l'Europe dit, écoutez bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut franchement mener cette bataille-là. L'Europe dit, ouais, nous sommes en surpêche en Europe. Surpêche. Oui, parce que le débat dans la Manche et dans une partie de l'Atlantique et en Méditerranée, c'est qu'il faut préserver les ressources halieutiques parce que vous avez des systèmes de pêche industriels qui raclent les fonds marins et qui posent un problème d'équilibre écologique. Le raisonnement est valable pour l'Europe, mais pas pour nous. Ça fait des siècles qu'on fait de la pêche artisanale. Coteau, ouais, Martiniquais qui a fait pêche industrielle et qui a raclé les fonds, non, mais ça n'a pas jamais existé. Il y a toujours eu la pêche traditionnelle. Mais la Réunion, c'est pareil. Mais parallèlement à ça, Huguette Bello dit, l'Europe donne des autorisations dans l'océan Indien à des chalutiers chinois et japonais pour aller racler les fonds marins. Ah, il y a quand pêche Huguette panique chlordécone. Il y a quand pêcher dans les côtes pour raison de chlordécone. Mais attention, ce sont des bateaux vénézuéliens qui viennent pêcher dans les côtes guyanaises au large. Et qui en même temps, on a des mécanismes de transfert drogue, armes, poissons. Ouais. Et qui viennent vendre en Martinique en plus. Oui, mais attention, mais c'est quand même... Ce que j'ai décrit là, quelqu'un qui assiste à dit, écoutez-moi, il a dit, mais c'est pas possible, c'est vrai, c'est que c'est pas ça. Mais c'est ça qui a passé, frère. Pire. Ouais, dans Yol. Oui. Bon, on est Yol là, et puis on est petit bateau Yol pour y pêcher, à Motet. Oui. Bon. Bateau, il y a une tradition, il y a une distance à faire. Mais comme on ne peut pas pêcher dans les côtes, on est obligé d'aller pêcher village, plus loin. Donc, il y a une demande qui est faite depuis 10-15 ans de renouveler la flotte des pêcheurs martiniquais pour qu'on aille pêcher plus loin. Ouais. Et de donner les moyens supplémentaires, parce que si on aille pêcher plus loin, on va dépenser plus l'essence, on a besoin de plus de monde pour aller dans la pêche là. L'Europe a dit que nous sommes en surpêche parce qu'on est en Europe. On m'a dit oui, mais moi, dans l'Europe, statutairement parlant, mais mon Martinique est caribéen, géographiquement parlant. Donc, moi, pas du tout en surpêche. Depuis 10 ans, ce débat, 10 ans. En 10 ans, on pète 300 pêcheurs. Parce qu'on n'a pas pu, pour les aides d'État à la pêche, obtenir le déclenchement du processus qui permet à quelqu'un de bénéficier de 100 000 euros pour pouvoir renouveler sa flotte et aller pêcher beaucoup plus loin. Quand on voit le pêcheur breton ou le pêcheur marseillais, il n'a pas une yole, il a un bateau, il a un véritable bateau de pêche. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Bon, mais pourquoi accompagner certains et pas les autres? Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand on est laissé ignorant de ce que je viens de décrire là, on peut, à la limite, de dire qu'on est un bon fainéant Martinique qui n'est pas qu'à pêcher. Là où ignorant de tout ça, parce que petit à petit, quand un jeune se met dans le truc et puis il n'arrive pas, on est bloqué, il ne peut pas pêcher, il pas nier pour renouveler la flotte, on peut se dire, voilà ce qui tue le pays. Parce que, l'adaptation de la réglementation européenne devait être automatique. Non, pas en surpêche, il faut qu'on arrête ces conneries. Donc ça devait être automatique, etc. Je prends un autre exemple sur Erasmus. Ça sert ou Parlement de la pêche, on parle d'Erasmus, pour les incohérences de la politique européenne à 8 000, 10 000 km. L'Europe, c'est bien, il y a de l'argent, mais si l'argent d'abord là, il est bloqué, on ne peut pas utiliser, c'est pas une chance. Erasmus, vous savez ce que c'est Erasmus? Erasmus, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui permet une coopération entre Européens, jeunes Européens. Ouais. C'est-à-dire que tu es français, tu peux passer 6 mois en Espagne, et une jeune Espagnole, un jeune Espagnol peut passer 6 mois en France. C'est ça, les échanges Erasmus. Ouais. Erasmus plus Erasmus.
je me suis posé la question parce que j'ai ma fille qui était concernée. Elle a fait Erasmus, mais pas pu faire Erasmus et puis Porto Rico. À mon tour, j'ai voyagé en France. Il y en a en Espagne fait Erasmus pendant 3-4 mois. Il y a une jeune Espagnole qui est venue, tant mieux, que je l'ai bien reçue, ça s'est très bien passé. Et on a eu Erasmus depuis la Martinique de cette manière. Alors j'ai dit, inventer Erasmus Bocaï, quoi. Donc on l'a même appelé dans les pays caribéens. Mais pourquoi l'espagnol du portoricain, c'est plus médiocre que l'espagnol de l'espagnol? Pourquoi l'anglais du Saint-Lucien serait différent? Et Cuba, et etc. Et Venezuela, et le Brésil, etc. Ces stupidités-là, qui fait que on nous impose des mécanismes, parce que c'est imposé comme ça, on ne change pas la règle, conduisent à un dépérissement moral de nos différents pays. Parce que on n'est pas connecté à notre réalité, on est déconnecté, on n'a qu'un seul réflexe, c'est aller prendre l'avion pour arriver à Paris. Bon, alors il faut changer les choses, je ne parle pas de connectibilité, il y a actuellement un débat qui s'organise pour une liaison Dakar et Barbade pour le France-Martinique, on se bat là-dessus, c'est pas facile, mais je pense que ça aussi c'est un combat. Connecter ces pays à leur géographie de proximité. Alors il y a quelque chose qui s'appelle la coopération, vous l'avez compris, Monsieur le Président, parce que vous l'avez mis en place, vous travaillez avec d'autres pays, justement donc de la Caraïbe, vous n'avez pas attendu que la France vous autorise pour le faire, vous l'avez fait dans le bassin Caraïbe. Non, la coopération, à mon avis, est une terminologie complètement obsolète et dépassée. Je l'ai dit à M. Macron hier. Mais elle existe. Mais à quel moment tu fais ta coopération sans diplomatie? Sans pouvoir diplomatique? Si c'est la... Mais attends, vous êtes diplomate. Attends, je vais t'expliquer. Non, tu n'as aucun pouvoir de diplomatie. Aucun. La Martinique n'a aucun pouvoir de diplomatie, dit au sens pur du terme, et encore moins de diplomatie économique. C'est-à-dire, s'il y a une feuille de chou à signer, il faut que j'aille à Paris pour que Paris signe et que je revienne. Donc, on fait cause toute la journée. Bon. Donc, la notion de coopération est déplacée. Et qui dit ça? C'est Laurent Fabius. Quand j'ai fait la loi sur la diplomatie territoriale locale, c'est le seul ministre qui m'a accompagné à fond et a permis à la loi de sortir. Je disais clairement qu'il faut une dimension diplomatique. Parce que la coopération, si c'est pour jouer comme musique, et puis jouer au football, et puis handball, c'est une très bonne chose, des échanges entre jeunes, sportifs. Mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Il faut qu'il y ait une dimension diplomatique qui donne des pouvoirs, et M. Macron est dans cette dynamique-là, M. Carenco est dans cette dynamique, pour qu'on soit autorisé à signer des accords commerciaux à partir du moment où ça concerne nos compétences. Et deuxième chose, comment voulez-vous qu'on puisse signer, par exemple, un accord Mercosur entre la France, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Centre, etc., et qu'on ne consulte pas du tout les pays d'outre-mer, parce qu'il y a des retombées, ce pays d'outre-mer. Parce qu'on produit la même chose pour beaucoup de productions. Donc, à ce titre-là, je pense qu'il y a une obligation de consulter nos pays pour avoir un avis, ne serait-ce qu'un avis, pour dire, attention, sous tel produit, ça va nous mettre en difficulté. Donc, l'implication de ces pays, l'océan Indien, la Réunion et Mayotte par rapport à Madagascar, 25 millions d'habitants, le Mozambique, etc., cette ouverture diplomatique va donner une ouverture en matière d'échange de matières premières. Et ces échanges de matières premières peuvent être des filières de croissance économique demain. Pas Magaiway, c'est Ishmagaiway, ou Tishma. Donner des croissances à des filières économiques. Parce qu'on est resté canalisé banane rhum. Et que si jamais il y a un produit quelconque qui puisse permettre de créer une nouvelle filière, on ne peut pas les voir puisqu'on ne les pense pas. On les ignore. Ça s'appelle l'aliénation. D'accord. C'est l'exemple que vous avez donné sur le Guarana. Oui, exactement. Voilà. Alors, il faudrait, selon vous, créer des mini-ambassades dans les pays voisins, dans les autres... Non, il faut absolument... Enfin, des représentants, je ne sais pas, non, je pense... Moi, je suis pas un séparatiste. Bon. Certains ont voulu que je sois indépendantiste, mais je n'ai pas fait ce choix-là. Césaire n'a pas fait. Je pense qu'il faut respecter le cadre diplomatique État. On ne remet pas ça en cause, autrement il faut sortir de la République, quoi. Bon. Mais qu'à ce titre-là, qu'on puisse avoir une réforme, dans le cadre de la réforme de la Constitution, une possibilité d'installer un vrai volet diplomatie territoriale économique qui permettra à la Polynésie de rayonner dans son secteur géographique, qui permettra à la Martinique, à Guadeloupe, de
travailler. Je prends un exemple. Il est possible de se fournir en énergie essence au Suriname. Au Venezuela, au Suriname. On est possible de le faire. Non, nous... On en parle depuis 40 ans. Ouais, mais ce sont des choses-là qui... La possibilité de construire des équivalences de normes, c'est simplement créer un bureau d'équivalence de normes validé dans son principe par l'Europe et la France pour nous permettre de dire si le produit qui est produit au Venezuela ou au Suriname est valable pour ici. Et autoriser le transfert. Une plateforme d'équivalence des normes, c'est ce qu'il faut dans le secteur. Pour redonner de la puissance. Nous allons importer de l'énergie. Mais la réglementation énergétique européenne n'est pas la même réglementation énergétique dans le common relief avec la Dominique. D'accord. Donc le pétrole de là-bas ne coïncide le pétrole. Ça peut ne pas être compatible. Il faut les rendre compatibles. Et pour les rendre compatible, c'est la technologie. Est-ce que réellement c'est pas compatible? Pour l'instant, l'Europe n'autorise pas d'importer de l'essence du Venezuela ou du Suriname. Parce que pour eux, ça ne correspond pas au schéma d'importation et les règles qui sont conformes à la réglementation européenne. Pas de libre-échange entre les pays. Oui, mais au cas d'importer à Reykjavik, quoi, dans le nord de l'Europe. Ça n'étonne personne. Parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort d'une adaptation à des réalités qui ne sont pas classiques. L'Europe et la France, je pense... Vous pensez que ça peut changer un jour? Soit la France prend conscience que ça change, ou les nouvelles générations qui arrivent ne vont plus accepter ça. Et ce qui s'est passé en Guyane, ce qui s'est passé en Martinique, ce qui s'est passé à La Réunion, attention, ça risque d'être beaucoup plus grave qu'on imagine. Et à ce moment-là, on voudra réparer toute espèce de choses, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut absolument agir vite. Vous redoutez, Monsieur le Président, une nouvelle crise sociale sur la Martinique? Les Martiniquais ne sont pas là pour des crises sociales. Les Martiniquais, je pense, sont là pour leur dignité, et pour le respect, pour la construction. Mais comme il n'y a pas de dignité, pas de respect, il y a beaucoup de crises. Ces derniers temps-là, ça s'est dégradé considérablement. Dégradé, mais vraiment considérablement. D'où l'appel de Fort-de-France. Ouais, l'appel de Fort-de-France, oui, mais il y a aussi des réactions. C'est pour ça que je dis, attention, construisons autrement. Je remercie M. Macron d'avoir accepté. Qu'est-ce que ça a donné demain? Est-ce qu'il prend l'autre larelle dans les mains, il fait un well et puis moi? Je ne sais rien. Mais pour l'instant, il a accepté la main tendue. Il a accepté d'ouvrir le débat. Il a accepté de mener le boulot avec nous, comme acteurs et non pas comme enfants. Je ne veux pas de lui comme Père Noël. Pas les monsieur comme Père Noël. Mais tous ont ouvert le débat. Il avait dit qu'il n'était pas le Père Noël. Je ne veux pas de Père Noël. Je veux simplement un président de la République qui prend suffisamment de hauteur pour considérer l'étendue du pays, les richesses du pays, et que dans ce cadre-là, et il ne faut pas qu'on puisse se noyer dans l'universel, il faut absolument qu'on puisse ne pas non plus s'enfermer dans le particulier. C'est la formule césarienne. Donc il faut qu'on conjugue à la fois l'universel issu des révolutions françaises, des Lumières, mais en même temps, il faut absolument qu'on puisse exister. Et c'est ça le fond du problème. On ne peut pas exister sans notre patrimoine en nous, sans notre identité en nous et sans notre capacité à créer en nous. Donc c'est pour ça qu'on demande un droit à l'initiative fort, beaucoup plus d'autonomie et une capacité de rayonner à partir de notre intelligence. À ce moment-là, on commencera à parler de Mao. En même temps, Monsieur le Président, tous, quand je dis tous, les gouvernements successifs, les présidents successifs, ont ouvert le débat. On a toujours été écoutés. Non, ils n'ont pas ouvert le débat. Mais non, ceci dit, j'ai l'impression que ça a toujours été absolument. J'ai pas vu de débat ouvert. Non. Il y a qu'un débat il y a 46 débat qui a été ouvert, franchement. Oui. C'est la fin de la colonie, départ. C'est une date clé. Ou d'accord ou pas d'accord, peu importe. Mais c'était une date clé. La Martinique, la Réunion, les 5 vieilles n'ont pas fait le choix de l'indépendance. Ils ont fait le choix d'une intégration non assimilationniste suivant Césaire, mais qui, à mon avis, n'a pas été respectée. Maintenant, est-ce qu'on la paye pas aujourd'hui justement cette départementalisation? On verra. Mais le choix qu'il y a aujourd'hui, c'est un choix qui me semble très important, légitime, pour sentir des sentiers battus. On ne discute pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on fait des réponses cosmétiques. Et une des premières réponses qui a été faite, et Lurel lui-même, il se pose des questions, c'est la loi que j'appelle la loi Lurel sur l'égalité réelle. Je lui avais dit ça dans un débat à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'égalité réelle sans émancipation réelle. Mais ça c'est avéré, parce que l'égalité réelle,
ça n'a pas abouti, ça n'est pas allé très loin. Même le contrôle des prix remis en cause issu de sa loi. Et c'est l'émancipation économique de ces pays, leur capacité à construire une résilience en matière de croissance et de développement, qui peut nous permettre de sortir d'une espèce de dépendance mentale et politique. Et en sortant de cela, on sortira de cette dépendance et on reste dans la République pour mieux construire nos politiques de développement. Monsieur le Président, Serge Letchimy, est-ce que, alors je vous pose une question qui n'était pas prévue au programme, est-ce que cette départementalisation, vous en parlez donc depuis 1946, est-ce qu'aujourd'hui donc on ne la paye pas dans ce débat national, aujourd'hui encore au XXIe siècle, tout comme, prenons l'exemple, Haïti, première puissance, première république noire, qui aujourd'hui n'est peut-être à l'échelle internationale n'est pas reconnue? Non, je pense qu'on doit éprouver une fierté incroyable vis-à-vis des Haïtiens. Cette fierté-là et ce respect qu'on doit au peuple haïtien, on lui doit ça. Oui. Tous les nègres de ce monde doivent quelque chose à Haïti. Il faut respecter Haïti. Et Haïti paye très cher 1804. Et Haïti nous a restitué notre dignité, notre force et notre puissance. La France lui a fait payer très cher, puisque Haïti a dû payer sa liberté très cher. C'est dommage que M. Hollande ait promis à un moment donné de restituer cet argent aux Haïtiens. Et puis en fait, ça n'a pas abouti. C'est pas pour quelle raison. Mais il faut restituer cette somme à Haïti pour que Haïti puisse construire une démocratie. Haïti a été à plusieurs reprises occupé. Haïti a été recolonisé après l'abolition et les libertés gagnées. Et Haïti n'a pas pu construire les bases d'une démocratie. Donc ça, il faut accompagner Haïti dans ce sens. Alors, c'est pas parce que la France a détruit les gènes même de la démocratie au départ qu'il faut considérer les Haïtiens comme des perdus parce qu'ils sont pas capables de se gérer. Je ferai pas ce genre d'analyse-là. Je considère que Haïti, aujourd'hui, va certainement à un moment donné, les difficultés sont là, et que 46, ça a été un moment, un choix, que je soutiens ce choix de Césaire à cette époque. Je pense que si j'étais à sa place à cette époque, j'aurais peut-être fait le même choix, mais 50 ans, 70 ans après, la mondialisation est arrivée, les promesses qui ont été données n'ont pas été tenues, la France est restée un pays très conservateur, extrêmement intégrationniste, assimilationniste, donc en quête d'aliénation de l'autre mécaniquement, et ce qui crée un problème de reconnaissance, de politique de reconnaissance. D'ailleurs, dans l'histoire, on le voit comment on a tergiversé sur la reconnaissance historique. Et à ce titre-là, je pense que la situation dans laquelle il y a des avantages quand même. Il ne faut pas quand même cracher sur ce qui est fait. On ne peut pas dire que la Martinique n'a pas évolué en 50 ans, que la Guadeloupe n'a pas évolué en 50 ans, la Guyane n'a pas... C'est pas vrai, ça. Mais pas assez rapidement. Non, dans une inadéquation vis-à-vis des autres régions, vis-à-vis de nous-mêmes, notamment sur la dimension patrimoniale et culturelle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on n'a pas changé la structure économique qui guidait les profitations coloniales. Et que si on avait changé ces process, on aurait certainement une démocratie économique beaucoup plus active. On n'aurait pas fait l'erreur du Bibidome à ce moment-là. Et on aurait une prospérité intégrée. Quand vous allez dans certains pays du Commonwealth ou des pays et des Portugais comme Canaries, Açores, Madère, Espagnols et Portugais, vous voyez le fonctionnement de ces pays-là. Ils n'ont pas le niveau de chômage que nous avons. Ils ont une croissance relativement forte. Ils ont une démocratie qui fonctionne. On a une culture du développement qui existe, etc. C'est ça que la France a loupé. Et c'est ça que la France, aujourd'hui, doit rattraper pour remettre ces pays dans un droit d'initiative et surtout dans une existence respectueuse de leur histoire. Serge Letchimy, notre invité aujourd'hui dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon, que nous saluons. L'orchestration donc sera assurée par Jean-François Saint-Louis, une émission que vous pouvez retrouver sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407, et puis vous pouvez également nous retrouver donc sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, mais également en Corse. Émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de Télé Antilles. Vous pouvez également nous retrouver sur Dailymotion ou encore sur YouTube. Le président de la collectivité territoriale de la Martinique était donc notre invité. Merci en tout cas. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas qui je regarde. Alors, et Tchébéred, voilà. Alors, nous là. Monsieur le président, alors on l'a dit, hein, ça fait 1 an que vous êtes en poste et en place donc à la tête de cette collectivité.
Alors, on sait que les chantiers sont énormes, mais vous prenez le taureau par les cornes. Vous êtes, voilà, on a les bons bouts. Je fais au mieux. Ouais. Et j'ai une belle équipe. On a une administration qui travaille beaucoup. On va très, très vite. Je souhaite vraiment réussir mon pari. C'est corps et âme tous les jours que je me donne pour mon pays. Et j'ai énormément confiance. On a des jeunes là qui ont soif d'investir, de fixer leur pays, d'améliorer. Je suis optimiste. Je suis pas pessimiste. Mais je suis extrêmement exigeant avec l'État et extrêmement exigeant avec nous-mêmes. De telle sorte qu'on puisse co-construire quelque chose qui puisse nous permettre de sortir par le haut. J'ai confiance en l'avenir. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Justement, cet avenir, cette Martinique, celle que vous défendez, celle que vous dirigez aujourd'hui, puisque vous êtes la plus grande, la plus grosse institution donc, sur le territoire martiniquais. Comment vous la voyez, cette Martinique, dans 10, 20, 30 ans? Si la conjonction des choses et nous permet de conjuguer à la fois une ouverture d'esprit national et une ouverture d'esprit localement parlant, on peut aller très loin. On peut aller vraiment très très loin. Je prends un exemple. J'ai vu que vous insistez. Là, Césaire m'a enseigné quelque chose qui pour moi est d'un grand intérêt. L'inversion de l'inversion. On a fait de nous des bêtes asservies. On nous a mis des chaînes et on nous a assassinés. On nous a transportés par des milliers, comme des animaux, comme des meubles. On nous a traités vraiment n'importe comment. Et est-ce qu'il faut considérer que le commerce triangulaire qui a été fait, depuis l'Europe en passant par l'Afrique et sur les Antilles et les Amériques, qui était une logique d'exploitation impérialiste, de domination mondiale, peut-on inverser l'inversion? Peut-on dire à l'Europe, il y a deux solutions, on prend l'indépendance, mais il faut conquérir l'indépendance. Non. On se dit nous-mêmes que nous pouvons inverser les choses et que être non pas des symboles de la France, des poumons de la France, l'esthétique de la France, la richesse de la France, j'entends ce genre d'expression-là qui me gêne beaucoup. Je suis pas un objet d'art. Je suis pas un objet à exposer. On est des âmes qui sont capables de créer et de construire. Pour quelle raison je pourrais pas être moi-même d'abord martiniquais et caribéen et être une plateforme européenne en pleine Caraïbe de croissance et de développement? Ce serait plus le commerce triangulaire. Ce serait certainement autre chose à inventer, une forme de croissance, de lien avec des pays dans l'Amérique du Sud. Il y a des matières premières très importantes. Le seul Brésil est à 270 millions d'habitants et c'est pratiquement plusieurs dizaines de fois la France. Et cette coopération économique peut être très intelligente avec un espace européen qui est à 2 heures de vol. Et de l'autre côté, j'ai un marché de 500 millions. L'intelligence géostratégique devrait me conduire et nous conduire tous à ce qu'on profite de notre position géostratégique qui a été un malheur pour nous il y a 400 ans. C'est ça qu'il faut inverser. Et est-ce qu'on va trouver en France quelqu'un qui a l'état d'esprit suffisamment ouvert pour comprendre cela? Je ne sais pas, parce que ce qui intéresse la France aussi, c'est qu'on soit dépendant pour ne pas remettre en cause notre position géostratégique et enrichir la France. Quand on a besoin mon petit coup de l'eau, pas tout. Nous devons dire à la France que nous ne voulons pas être sécessionnistes au sein de la République, mais l'heure de nous-mêmes a sonné. Et que nous voulons, au monde, exister. Et que ce schéma que je viens d'expliquer d'une position géostratégique, on met cette position géostratégique au profit de ces peuples et non pas continuer à exploiter la richesse océanique sans rien restituer à ces peuples. Et se contenter d'avoir 18-20% de chômeurs, 40% des jeunes sont au chômage en inactivité. C'est un suicide collectif. C'est ce que je refuse. C'est pour ça que j'ai espoir, après ce que j'ai entendu du gouvernement, que cette porte soit ouverte. Il faut qu'elle soit ouverte. Nous allons prendre nos responsabilités. Pour vous, c'est de l'espoir et pas de l'utopie. Surtout pas de l'utopie. Mais l'utopie est nécessaire dans la vie pour construire l'espoir et se transformer en projet. Merci. Merci Serge Letchimy. Merci d'être venu
aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, réalisés donc par Peggy Ladéon, Serge Letchimy, donc le président donc de la collectivité territoriale de la Martinique. Il reste combien, 4 ans, 5 ans encore pour dynamiser, rebooster, revaloriser cette Martinique qui en a plus que jamais. Enfin, un point dans 3 ans, 5 ans, c'est beaucoup. Ouais. Je pense qu'il faut y aller, ne rien lâcher. Le rythme des négociations avec l'État, le rythme des investissements, je pense que il faut qu'on ait un plan sur 3 ans. Est-ce que le rythme aujourd'hui, il est bon, selon vous? En ce qui concerne mon rythme, il est bon. Oui. Parce que je voulais réussir 3 défis. Le premier défi, je voulais absolument réussir la déclaration de Fort-de-France. C'est réussi. Je remercie les présidents qui ont signé cet accord et qui tiennent jusqu'à présent, ne lâchent rien du tout. Hein. Bon, ça, c'est réussi. La deuxième réussite, c'est... On suit, pour pas que ça accouche d'une petite souris. Hein. Ah non. Ouais. Si accouche d'une souris, c'est nous toutes morts. Y compris Macron en Outre-mer. Ouais. Il a intérêt à ce que ça réussisse. Deuxième défi, c'était le Congrès. Ouais. On a rouvert le Congrès des élus. Ça se passe très bien. Il fallait gagner ce combat-là. Et le troisième combat... Donc aujourd'hui, vous travaillez ensemble, c'est tous ensemble pour Oui, mais il y a toujours des nostalgiques. Hein. Ouais. Dans tout pays, vous avez le Congrès. Je n'ai pas 100% des gens avec moi dans le Congrès. Mais je pense que j'ai proche de 100%. Ouais. Parce que ce que j'ai entendu a bien montré que, à part une personne qui dans vos propos, vous n'êtes pas conservateur. Il faut que les choses s'améliorent. Non, il faut que les choses s'améliorent et puis qu'on dialogue avec tout le monde. Ouais. Il y a des élus qui sont dans l'opposition, il faut les respecter. Il ne faut pas cracher en l'air. Ouais. Bon. Donc, mais ça, il y a aussi des nostalgiques, comme tu as dit, que vous n'allez jamais pouvoir persuader. Et puis, vous avez le troisième temps, c'était la rencontre avec le gouvernement et le chef de l'État. C'est une réussite, je le dis solennellement. Est-ce que ça va aboutir à tout ce monde dit là, pas ça, mais c'est le bail de combat. Alors on commence un match de football, on passe sur quoi gagner, sur au bout de 90 minutes. Hein. Mais généralement, on part pour gagner. On part pour gagner. Ouais. Bon. Voilà. Je salue tous mes copains footballeurs. Et en plus, il y a un bon capitaine. Non, mais je salue tous mes copains footballeurs à Paris, parce que vraiment, on a vieilli après, mais j'ai beaucoup de copains footballeurs à Paris. Je les embrasse. Et ce temps-là, à mon avis, c'est une victoire. Et maintenant, il ne faut pas du tout les démains tendus en attendant que l'État réflexion, l'argent, budget, et puis donc il faut qu'on se mette au travail et qu'on aille à recueillir Sainte-Marie, à Marigot, au Gros-Monde, à Macouba, à Trinel, partout, pour expliquer à la population. Et si la population prend conscience de ce que nous voulons faire et nous suit, personne ne pourra nous arrêter. C'est la mobilisation de la population, c'est la condition de la réussite devant un État conservateur. Parce que le réflexe de Macron a été très bien jeudi soir, mercredi soir, mais attention, il n'est pas seul, hein, il est un ministre, il y en a qui sont très conservateurs. Il y a des phrases qui me gênent, qui payent des cides. À quel moment on a accepté dans une république qu'on qui paye décide. L'égalité n'est pas un troc. Bon, donc l'égalité s'applique et puis on travaille sur le reste. Et ça, et cette 4e étape, il faut gagner ça. D'accord. Si on gagne cette 4e étape, on sera très fort devant les constitutionnalistes, parce que M. Macron est président de la République, mais il n'est pas patron de l'Assemblée. Donc il faut qu'on obtienne un vote de l'Assemblée à un moment donné, la réforme de la Constitution ou des lois organiques qui sont faites. Ça, il faut l'obtenir. Et puis après, il faut consulter la population. Est-ce qu'il faut consulter? Moi, je ne veux pas permettre de faire des modifications statutaires, que la population ne soit pas consultée. Donc, il faut que la population soit consultée, on choisira la forme. Pour que la population bat feu veille. À ce moment-là, tu es respectueux de la démocratie, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse quelque chose, le lendemain matin, tout le monde a qu'à cailler, qu'à rituler, etc. Donc, séparer ces étapes-là. Donc, c'est pour ça que je dis 5 ans, 6 ans, non. 5 ans, 6 ans, c'est le mandat. Mais si dans 3 ans, je termine ce combat-là, et ce combat est bien gagné, qu'il va s'appliquer après, j'irai sur la tombe de Césaire, et je lui dirai mission accomplie, et je vais terminer. Très bien. Merci à vous. Donc, alors, juste ma dernière question. Vous avez dit que le ministre, donc Gérald Darmanin, doit venir en Martinique prochainement. Je ne vais pas donner une date, c'est quand même... D'accord. Une visite chaud pour lui. Ouais. Une visite du président de la République, c'est pas il parle d'une visite prochaine, mais je ne suis pas parler de l'agenda du président, mais il a ça en perspective de venir.
ce serait une bonne chose que le débat s'installe localement avec lui. Nous avons déjà reçu le ministre Il est venu rarement, donc il fait partie donc, des présidents qui sont venus le plus... Et puis nous allons recevoir l'ensemble des présidents des régions ultra-périphériques bientôt, en novembre, puisque je passe la main, je ne sais pas à qui, à quel pays. Et puis nous aurons des débats européens, parce qu'il n'y a pas qu'un débat franco-français, il y a un débat européen aussi. L'article 349 du traité de Lisbonne, qui configure les relations entre les régions ultra-périphériques et l'Europe, n'est pas prise en compte correctement. Donc nous devons, j'ai proposé ce qui est un paquet législatif d'adaptation, mais M. Macron m'a entendu. Je crois que M. Carenco va négocier en Europe cette demande-là, sur plein de points, notamment la pêche, au renouvellement de la flotte, de telle sorte qu'on ne soit pas en système d'attente dérogatoire systématique, mais qu'on soit dans une politique positive d'application des lois. Et je pense que là aussi, si on peut faire une petite révolution pour pouvoir obtenir plus de mécanismes adaptés à nos réalités et aller vers le plus possible d'autonomie. Très bien. Mécanismes, mais adaptés, mais également les moyens financiers. Oui, parce que on a pas que ça, mais en même temps, oui, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais c'est le nerf de la guerre, mais s'il y a un nerf de la guerre qu'il faut évoquer tout le temps, c'est la dignité. Oui. C'est la dignité. Il y a des peuples qui préfèrent mourir que de quémander. Et je fais partie de ceux-là. Donc je dis que l'égalité des droits, votée en 1946, doit être respectée par l'État. Et l'État a le devoir. Autrement, l'État serait en rupture d'égalité. On est dans une commune qui a quand même fait, il me semble, une procédure contre l'État pour rupture d'égalité des droits. Contre l'austérité. Oui. Contre l'austérité. Exactement. Voilà. Donc, et l'État a ce droit, et j'ai beaucoup apprécié, Monsieur le maire, son action. Chazdine Taibi, donc. Exactement. Et on est dans une commune qui a dit, attention, notre dignité doit être respectée. Nous c'est un peu votre combat, c'est le même, c'est le même combat. Je dis, ma dignité doit être respectée. En 1946, on a voté la départementalisation, donc le droit à l'égalité et à la citoyenneté. Bon, c'est un choix. Bon. Maintenant, ce droit-là se conjugue avec une prospérité, un développement assumé. C'est pour ça qu'on parle de différenciation. Et cette différenciation des politiques publiques, la difficulté avec la France, elle n'existe pas. Par une décentralisation tronquée simplement. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans les pouvoirs normatifs accordés localement aux différentes régions. Quand on dit pouvoir normatif, c'est ce que je dis au début, adapter les lois et les règlements à notre réalité. En pied-coco, quand reste en pied-coco, en mangue-julie, c'est en mangue-julie, une terre produite d'une certaine manière, le climat, notre biodiversité, nos cultures, nos langues. Il y a beaucoup de différences. Et c'est pas du folklore. C'est de la réalité intrinsèque de ressources qui sont des richesses matérielles ou immatérielles qui doivent être valorisées par notre propre génie, sans exclure qui que ce soit. Et c'est dans ce sens-là, le combat qu'on mène pour le classement de Saint-Pierre et de la montagne Pelée au classement de l'UNESCO, c'est pas un classement esthétique pour ni plus touristes, hein. C'est la reconnaissance d'une richesse patrimoniale mondiale que nous pouvons partager avec les autres, y compris en matière de recherche scientifique et technique. Donc c'est une vraie politique de la reconnaissance. Si on réussit cela et à obtenir que ces mécanismes soient installés, je vous jure que, et je le crois, j'ai toujours cru que Césaire avait raison de vouloir cette révolution-là, et cette révolution sera faite sans être indépendant. Nous aurons instauré l'esprit de liberté et l'esprit d'initiative localement dans un pays qui s'appelle la Martinique. Merci Serge Letchimy, le président donc, de la collectivité territoriale de la Martinique, qui est avec nous dans cette émission, les invités de Mike. On espère que vous avez passé donc, un excellent moment, que vous avez pu comprendre un petit peu donc, les difficultés donc, qui sont celles que vous rencontrez, monsieur Letchimy. Les choses ne sont pas simples, vous le dites souvent, mais il ne faut pas lâcher. Il faut rester debout, digne et se battre. Et croire à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à Peggy Ladéo, merci à Jean-François Saint-Louis donc, pour la réalisation de cette émission. Et on vous donne rendez-vous tout prochainement avec un autre invité. On vous rappelle que nous sommes sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398 sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Dailymotion de Téléantilles sur YouTube, mais également sur le Facebook. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes peut-être en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou encore à La Réunion, la Corse également qu'on salue. À très vite. Vous le savez, Téléantilles, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous.